Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule, que vous soyez ici avec nous sur Twitch en direct ou que vous nous écoutiez en rediffusion sur la chaîne YouTube Notable News ou même en podcast parce qu'on est absolument partout. Aujourd'hui, on va parler naval et Seconde Guerre mondiale, marin et Seconde Guerre mondiale, bateau et Seconde Guerre mondiale, vous allez voir, c'est passionnant et pour ça, eh bien, on reçoit Loïc Germer qui a été pendant des années navigateur dans la marine nationale. Quoi de mieux qu'un marin pour nous parler de marine, et il est aujourd'hui officier de port, il est spécialiste de l'histoire navale du XXe siècle, plus précisément dans les marines de 1919 à 1945, mais c'est pas tout, parce qu'il a également un pied dans la vulgarisation, et vous savez que moi, la vulgarisation, j'aime bien ça. Il a pendant très longtemps démocratisé des sujets autour de l'histoire navale sur les réseaux, notamment au travers de threads Twitter. Il a plus récemment lancé sa chaîne YouTube Capornier, c'est vachement bien, allez vous abonner, et il est d'ailleurs l'auteur d'une vidéo sur Marcel Kébir sur la chaîne Nota Bene, sortie conjointement avec une autre vidéo sur sa propre chaîne, qui a obtenu le prix public du prix d'histoire de lire à Versailles en novembre 2023, donc voilà, c'est quand même chouette. Et c'est d'ailleurs en novembre 2023 également qu'il a sorti son livre « Les grandes histoires navales de la Seconde Guerre mondiale 1939-1945, des marins au combat », dans lequel il relate 9 histoires navales de ce conflit, et tout ça, eh bien, on va en parler aujourd'hui. Bonjour Loïc. Bonjour Benjamin, merci de m'accueillir. Écoute, je suis ravi de t'accueillir dans cette émission parce que ça fait plusieurs années qu'on se suit mutuellement sur nos contenus et j'ai vu avec bonheur le démarrage de ta chaîne YouTube qui fonctionne pas mal. Oui, j'ai la chance d'avoir... Enfin, je pars pas de rien parce que j'ai quand même une communauté assez active sur Twitter qui m'a permis de me lancer de façon sereine, entre guillemets, parce qu'effectivement, partir tout seul sans rien... J'imagine que ça va être très démoralisant. On a l'impression de parler dans le vide. Donc là, ça va. J'avais quand même 45-50 000 abonnés. Une partie a suivi, donc c'est très bien. Je suis assez content. Pour l'instant, c'est mis entre parenthèses que j'ai des projets personnels, mais je compte bien revenir assez vite pour pas mal de sujets que je souhaiterais traiter. Alors, avant d'aborder ce sujet de la marine dans la Seconde Guerre mondiale, sujet très vaste, il y a, je pense, énormément de choses à dire. La preuve, tu as créé une chaîne YouTube et je pense qu'il y a plusieurs chaînes YouTube à créer là-dessus. Comment est-ce que toi, vu que tu as été marin toi-même, comment est-ce que tu es tombé dans la marmite de l'histoire navale contemporaine? Bon, le schéma classique, dans ma famille, j'ai une grosse généalogie de marins. Donc, toute ma famille, enfin, une grande partie de ma famille vient de la marine de guerre. Il y avait des livres chez mon grand-père, chez mon père, des magazines, etc. sur le sujet. Donc, comme mon adolescence, j'ai lu, et puis au fur et à mesure, j'ai continué à lire au travers de mes études. Et puis au fur et à mesure, j'ai continué jusqu'à maintenant. Et alors, du coup, t'as un cursus histoire ou pas du tout? Alors moi, j'ai fait une prépa, j'ai fait une prépa Saint-Cyr pour faire officier l'armée-de-terre, puisque pour faire officier dans la marine, il fallait être bon en mathématiques, et moi, les mathématiques, c'est un petit problème. Enfin, j'étais pas bon, donc j'ai fait lettres. Donc j'ai fait une prépa Saint-Cyr qui était qui était littéraire, qui était très orientée histoire, lettres, philo, etc. Enfin, basiquement une cagne, quoi, avec du sport, beaucoup de sport. Mais ça m'a pas plu, l'armée de terre, ça m'a pas plu, c'était pas mon milieu de prédilection, donc je suis retourné dans la marine, mais en gardant cette appétence historique. Et puis je connais aussi des historiens, des universitaires avec qui j'ai beaucoup discuté très longtemps pendant des années des méthodes d'histoire, des débats, voilà, en m'abreuvant basiquement de ce qu'ils me disaient sur la recherche, sur les méthodes et sur l'aspect critique. Donc, j'ai pas à proprement parler une formation d'historien. Je suis pas diplômé, je suis pas historien, mais on va dire que je baigne dans le milieu et j'essaye de bien mettre tout en parallèle et chaque chose à sa place. Et alors que tu étais curieux sur le sujet, donc on le comprend de par ton histoire familiale, mais comment ça t'est venu cette idée et cette envie de transmettre, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube? Alors ça, c'est encore autre chose. Enfin, quand tu vas dans une librairie, basiquement tu n'as rien en France sur la guerre navale, enfin quasiment rien, ou alors il faut commander. Enfin, il n'y a pas grand-chose en littérature navale. Ça commence à aller mieux.
Alexandre Julien qui a sorti un livre récemment qui s'appelle Par le fer et par le feu, qui se passe sur la mutation de la marine au 15e, 16e siècle. Il y a Jean-Marie Kowalski et Olivier Chaline qui ont sorti un gros pensum sur la bataille de Chesapeake au 18e siècle. Ça commence à aller un peu mieux sur ce sujet-là. Et donc voilà, il y avait rien du tout sur ce sujet-là. Et moi, j'ai eu envie de raconter ce que je savais au travers de magazines ou de livres ou d'autres recherches, et puis envie d'écrire par moi-même pour en parler, parce que personne ne le faisait sur les réseaux, ou alors très peu de monde. Il y avait Nicolas, enfin il y a le blog 3 Ponts qui en parle, qui est excellent, j'encourage tout le monde à y aller, mais voilà, c'est vraiment, j'ai envie de dire, anecdotique dans l'univers historique français, quoi. Et alors, il y a Hibou qui a une question et qui, je pense, est importante. Hein, je te la pose, c'est pas du tout pour remettre en question, etc. C'est effectivement pour bien comprendre. Toi, à quel moment, parce que moi je suis dans la même situation, hein, j'ai pas de diplôme d'historien, à quel moment tu t'es senti légitime pour parler d'histoire de la marine? Oui, la question est totalement légitime. Moi, je dis toujours, je suis pas historien. À quel moment je me suis senti légitime? Bah, déjà parce que j'avais envie d'en parler, tout simplement. Parce que je suis marin, donc j'avais envie de parler de phénomènes que j'avais lus, de petites histoires du point de vue du marin. Puis voilà, par envie d'en parler, tout simplement. Et puis la sauce a pris. Alors j'ai toujours été très, comment dire, pas timide, mais très on va dire que j'ai été très content d'avoir quand même l'adoubement de certains historiens, certains universitaires. Beaucoup me suivent sur Twitter en disant que je faisais du bon travail. À partir de là, j'estime que ce que je fais est acceptable, au sens où je me prononce pas sur des sujets de thèse, sur des sujets polémiques. Voilà, l'idée c'est pas forcément de travailler sur des sujets qui nécessite des grandes recherches universitaires pour développer une thèse particulière, mais de raconter des faits en m'appuyant sur la recherche universitaire, en m'appuyant sur moi, mon expérience de marin, comment les marins vivent les événements sur une passerelle, sur un navire, et en m'appuyant sur mes propres recherches que je peux faire. Voilà, l'idée c'est pas de faire comme certains vulgarisateurs qui veulent peut-être remplacer les universitaires, mais de rester bien à ma place en utilisant la recherche universitaire pour écrire ce qui, moi, m'intéresse, c'est-à-dire quelque chose de plus dynamique, faire un peu une sorte de passerelle entre le public et des universitaires, parce que certains universitaires ont parfois du mal à raconter des événements de façon dynamique. Ça n'enlève rien absolument à leur travail que j'admire, mais il y a certains livres qui sont absolument imbuvables, des livres des années 70-80 sur le Suffren en océan Indien, où enfin voilà, ça c'est complètement illisible, même pour quelqu'un qui est amariné, entre guillemets, c'est complètement illisible. Donc mon but c'est de démocratiser ce monde-là, par des mots peut-être plus simples ou par des récits plus dynamiques, plus immersifs. Oui, bah, je pense qu'il y a beaucoup de vulgarisateurs qui sont dans ton cas, en effet. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, c'est vrai que sur la pratique de l'histoire, en général, on voit qu'il y a une approche de l'histoire vivante aussi, et de la reconstitution, qui permet parfois de poser des constats, c'est-à-dire, ok, il y a les bouquins, c'est bien, mais quand on se confronte à la réalité, en fait, ça fonctionne pas. Toi, c'est vrai que, bah, du coup, t'as un peu cette approche-là aussi, avec ta casquette de marin, quoi, où tu te dis, bon, bah, concrètement, ouais, ok, il s'est passé ça, mais le gars, concrètement, comment il a fait quand il était sur le pont, voilà, quelle problématique ça a posé, tout de suite, ça enclenche toute une série de questions. Et alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de ton bouquin et de son contenu notamment, donc ton nom sur les réseaux, c'est Capornier. Pourquoi Capornier, parce qu'il fallait choisir un pseudo sur Twitter au début. Enfin, je voulais pas être public avec mon prénom et mon nom. Donc, j'avais choisi... parce que j'ai franchi le Cap Horn avec la marine nationale, j'ai eu 2 fois. Donc, c'est quelque chose dont je suis très fier. Donc, j'ai choisi ça plutôt qu'autre chose. Pour revenir à ce que tu disais
juste avant, c'est Alexandre Jublin qui a un mot qui est très pertinent sur l'histoire navale. C'est ce qu'il appelle le coup d'entrée. Parce que pour beaucoup d'historiens qui veulent parler de la marine, il peut y avoir parfois des difficultés pour certains qui n'ont jamais mis un pied sur un bateau, de parler d'une certaine approche des histoires navales. Ça peut être un frein pour certains. C'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle il y a peu de littérature navale en France. C'est parce qu'il faut, pour parler vraiment de l'intérieur d'un navire, il est quand même préférable d'avoir mis le pied sur un navire pour avoir au moins des ressentis ou comprendre ce qui se passe, ce qui est plus difficile que d'aller sur un champ de bataille, aller à Verdun pour voir les tranchées ou quoi que ce soit. Il y a moins de facilité. Donc c'est aussi une explication de la problématique. Alors, t'as sorti un bouquin récemment. C'est quoi? Ça parle de quoi? Et quel point de vue t'as adopté pour nous raconter ces événements? Alors, l'idée, c'est de reprendre ce que je faisais sur Twitter, c'est-à-dire raconter des histoires de façon immersive et dynamique. Ça se décline en 9 chapitres. 9 histoires particulières qui n'ont pas forcément de lien direct entre elles. L'idée, c'était de couvrir tout le spectre de 1939 à 1945, d'avoir des histoires étonnantes, méconnues, de lire ça un peu comme un roman. Voilà, l'idée, c'était aussi d'avoir des lieux différents. Ça se passe aux Philippines, ça se passe en Norvège, en Écosse, à Saint-Nazaire, ça se passe un peu partout. Et donc, pour avoir une variété tout au long du livre, que ce soit au niveau des acteurs, que ce soit au niveau des problématiques, ou des technologies, voilà, ou des échelles aussi, puisqu'on a vraiment des micro-événements qui vraiment, c'est de l'anecdote quand on compare au maelstrom mondial et des événements qui ont vraiment été majeurs dans le déroulement du conflit. Alors, moi j'ai écrit aussi un bouquin narrant une vingtaine de batailles qui ont mal tourné dans l'histoire, et je te cache pas que quand j'ai écrit le bouquin, c'était un petit peu un challenge au départ de se dire, bon, alors, je me concentre sur quoi? Parce qu'il y avait tellement le choix, il fallait que je choisisse certaines batailles. Toi, comment t'as fait pour choisir tes différents événements? Alors, le cahier des charges, c'était, voilà, l'éditeur t'impose un certain nombre de caractères. L'idée, c'était de faire quelque chose de dynamique, immersif, 25-35 pages par épisode, de couvrir de 39 à 45. Donc, déjà, je suis allé chaque année, il n'y a pas forcément beaucoup de matière. 1941, il n'y avait pas, par exemple, beaucoup d'histoires possibles. Donc, j'ai pris globalement la seule qui correspondait à ce que je voulais faire, c'est-à-dire la bataille de Ko Chang en Thaïlande, entre la France et la Thaïlande. Il y en a beaucoup plus dans d'autres années, forcément, notamment 1942 ou 1944 et même 1940. Mais voilà, donc il a fallu choisir. Et puis après, c'était... je raconte une catastrophe en 45, j'allais pas raconter une deuxième catastrophe en 45, donc il a fallu que j'élimine. Je voulais avoir des batailles, mais pas trop. Il fallait... voilà, c'était un savant mélange de. C'est un jeu d'équilibriste. Oui, voilà, c'était un jeu d'équilibriste pour avoir une variété d'histoires, pour rendre le livre vivant. Voilà, c'est comme ce sont des histoires de marins pendant la guerre. C'est pas une succession de batailles. Et alors, tu t'es basé sur quoi? Tu disais tout à l'heure que toi, ton souhait, c'est de faire le pont entre finalement le savoir universitaire, scientifique et le grand public. Tu t'es basé sur quoi pour écrire tout ça? Alors déjà, il y a des livres qui ont été écrits. Alors j'ai des livres américains qui sont assez lyriques, on va dire. Il y a de la recherche universitaire. Il y a les Américains partagent les journaux de bord des navires sur leurs archives. Donc là, j'ai été voir. Bon, c'est assez fastidieux, mais c'est du travail de recherche un peu type universitaire finalement. Donc voilà, les témoignages des acteurs. Et puis, comme tu le sais, quand on lit les témoignages, il faut les recouper, puisque les acteurs de l'époque, forcément, ils écrivent ça soit sur le moment, enfin, dans les jours suivants, soit quelques années après. Donc, il y a de la perte, il y a des erreurs, notamment dans l'identification des navires en face. Parfois, ils savaient pas ce qu'ils avaient en face, ou alors pas bien. Des fois, ils changent aussi leur version pour se donner le rôle, pour accuser quelqu'un. Enfin, voilà. Il y a toute cette histoire, il y a toute cette recherche universitaire, enfin,
que j'assimile un petit peu quelque part, je ne prétends pas universitaire, à la recherche universitaire, les journaux de bord qui ont été assez importants pour moi, notamment pour le chapitre, tu parlais du typhon, sur le typhon, parce qu'il a fallu que je vérifie certaines données qui me semblaient tellement extraordinaires que j'ai été voir vraiment ce qui était noté. Et puis l'Indianapolis aussi, le dernier chapitre, il a fallu que j'aille voir parce qu'il y a des choses qui coïncidaient pas dans certains livres américains et il a fallu que j'aille voir à la source vraiment euh, ce qu'il en était. Donc ça, c'est la recherche principale, hein, c'est chez Croiset, les témoignages, des articles aussi. Je suis tombé par hasard sur un article de la marine américaine, enfin dans un article de presse qui contredit tous les livres américains, enfin sur un point de détail, mais qui contredit les chiffres qui ont été donnés par tous les historiens américains sur le nombre de membres d'équipage du croiseur américain. Bon, voilà, c'est pour donner la méthode globale. Non mais en tout cas c'est intéressant et c'est loin d'être un exercice facile parce que je sais qu'ensemble on a pu faire des épisodes sur Marcel Kébir, je l'ai annoncé tout à l'heure en introduction et clairement tous les deux on le savait, c'est compliqué parce que l'historiographie, la production des écrits sur cette fameuse bataille de Marcel Kébir, de cette tragédie, ils ont été nombreux des deux côtés, c'est-à-dire du côté anglais, du côté français, ça ne dit pas la même chose, faut séparer un peu le grain de l'ivraie, bref c'est compliqué, il y a un travail de synthèse et de tempérance à faire. C'est une épreuve. En tout cas, c'est chouette de pouvoir répondre à toutes ces questions et de présenter, parce que vous le savez, hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est important, quand on parle d'histoire, de savoir aussi qui nous parle et dans quelle optique, dans quelle démarche. Et donc c'est pour ça qu'au début de chaque entretien Nota Bene, c'est important de pouvoir passer 5-10 minutes avec notre invité, ici Loïc, pour parler un petit peu de son parcours, de ses envies, de ses méthodes de travail. Et ce qui est cool, c'est que suite à ça, on peut rentrer dans le vif du sujet, et donc on va rentrer dans le presque vif du sujet, puisqu'on va quand même planter un peu de contexte, et on va faire des petits points de vocabulaire, comme toujours, parce que alors moi, pour le coup, j'ai aucun marin dans ma famille, moi c'était plutôt l'aviation, mais du coup, j'y connais rien. Donc, voilà, je t'apprécie quand même. Ouais, bah écoute, c'est voilà, il faut de tout pour faire un monde. Donc, petite question vocabulaire. Est-ce qu'il y a une différence entre les termes navire, bateau, bâtiment, etc. Oui. Alors, généralement, c'est assez peu connu. On est vraiment dans le purement juridique. Donc, je ne vais pas aller dans le détail. Le navire, c'est un engin flottant. Grosso modo, destiné à être exposé aux dangers maritimes, c'est-à-dire qu'il peut aller en mer. Un bateau, il n'est pas justement censé être exposé aux dangers maritimes. Donc, globalement, un bateau, c'est du fluvial, c'est des péniches, voilà, ce sont des barges, c'est du trafic portuaire ou fluvial. Le navire, c'est vraiment un navire qui est destiné à aller en mer. Ça peut être, il y a pas d'histoire de taille, ça peut être un tout petit navire de pêche, ça peut être un super conteneur, ça peut être un navire de guerre, etc. Il y a des définitions plus précises juridiques ou dans le code des transports qui régissent ça. Et ça, alors c'est plus important qu'il n'y paraît puisqu'il y a des détails juridiques liés aux hypothèques, liés à plein de choses qui matinent tout ça. Donc il y a vraiment une différence juridique entre les deux. Dans le langage usuel, on dit bateau, navire de façon équivalente, ça n'a pas vraiment d'importance. Bâtiment, on réserve ça, c'est pareil, c'est une déformation un peu usuelle. Bâtiment, on applique ça généralement au bâtiment de guerre. Voilà. Mais ça n'a pas de valeur, ça n'a aucune valeur. C'est plutôt un terme usuel. Au bâtiment, pardon, ça a été mangé. Bâtiment de guerre. Bâtiment de guerre, on dit que c'est un bâtiment de guerre puisque c'est un terme générique. On disait vaisseau avant. D'accord. Et alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans un cadre militaire, du coup, est-ce que tu peux nous faire un rapide inventaire des principaux types de navires qu'on pouvait croiser ? Oui, bien sûr. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait
globalement, tu avais du plus petit au plus gros, tu avais le destroyer, le contre-torpilleur, c'était des petits navires rapides, euh, assez petits, comme on va dire une petite centaine de mètres, avec des lance-torpilles et des petits canons, une petite artillerie destinée à aller à être rapide, à éclairer la flotte, à torpiller des cibles un peu plus grosses. Après, tu vas avoir les croiseurs. Ça, c'est un peu le couteau suisse des marines de guerre. C'est-à-dire que tu vas avoir, ils ont des grosses capacités de combat. Ils ont un armement assez pléthorique, mais ils sont peu blindés. Voilà. Après, tu as des subdivisions entre des croiseurs légers, des croiseurs lourds, mais est-ce qu'on a le temps d'aller là-dedans? Je ne crois pas. Tu vas avoir Tu des sais, ces croiseurs. émissions, elles sont faites pour digresser, hein, donc Oui, vraiment, d'accord. c'est Non, mais suivant ton envie. Mais non, parce que là, il faudrait qu'on reparte dans les traités d'armement naval et toute la genèse de ces navires. Mais globalement, tu as le croiseur, donc c'est vraiment le couteau suisse, qui sert un petit peu à tout faire, qui est assez rapide, qui a beaucoup d'armement, léger ou moyen. Et après, tu vas avoir le cuirassé, qui est l'héritier des grands vaisseaux de ligne des siècles passés, qui est l'engin de combat par excellence, avec un gros déplacement. Ça allait jusqu'à 60-70 000 tonnes pour les plus gros. Les plus gros canons, enfin voilà, c'était vraiment quelque chose de très coûteux. Il faisait 260, 200, 280 mètres. Voilà, c'était l'arme de guerre absolue au début du conflit. Et après, il y a eu avant, c'est arrivé un peu dans l'entre-deux-guerres essentiellement, le porte-avions, euh, qui lui est vraiment un transport d'avions. Basiquement, au début, c'est un ponton sur une coque pour faire décoller des avions et aller soit leur couler des navires, soit bombarder à terre, soit éclairer une flotte, c'est-à-dire faire de la reconnaissance sur l'avant, puisque l'une des grosses problématiques des flottes de guerre, c'est la reconnaissance, savoir ce qu'il y a devant. Quand tu peux en parler des destroyers tout à l'heure, pendant la Première Guerre mondiale, il y avait une grande et même après d'ailleurs, mais il y avait quand même une grosse problématique de reconnaissance, d'information, de renseignement. Où était l'ennemi exactement? Quelle était sa composition? L'idée, c'est d'envoyer des navires rapides aller chercher l'information pour la transmettre à la force principale qui peut s'adapter. L'avion, on parle pas du renseignement pur type renseignement humain, cryptologie, écoute ou sous-marin, mais l'avion est aussi un moyen d'aller chercher l'information, et ce qui a été notamment déterminant dans le Pacifique. Il y a le sous-marin également qui est assez connu dans son rôle, qui a à la fois un rôle d'éclaireur, de renseignement, de destruction de destruction du commerce ou des flottes ennemies et de patrouille. alors, dans cette série d'entretiens, on a reçu un autre militaire, Michel Goya, en entretien, et un des thèmes abordés avec lui, ça a été la progression technique assez fulgurante de certaines technologies, de certaines innovations tactiques ou même organisationnelles, tout ça poussé par le conflit. En l'occurrence, là, il y avait la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'on a pu assister à un phénomène un peu similaire dans le cadre naval de la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que ce conflit a poussé vraiment des innovations technologiques sur ces bâtiments? Alors oui, absolument. Euh, alors, il faut déjà prendre un peu à part les navires, enfin les flottes de guerre, puisque la plupart des nations, l'Allemagne, le Japon, la France, la France est encore un cas à part, ont construit toute leur flotte de guerre vraiment avant le conflit. Il y a eu relativement peu de construction navale pendant le conflit de la part de certains belligérants. Et les Américains sont arrivés encore un peu après, puisqu'ils ils sont arrivés fin 41 et surtout ils ont commencé à construire plus de navires sur cette période-là, 1941 et après. Donc ils ont pu innover au fur et à mesure puisqu'il y avait toute une flotte à reconstruire. Euh, pour revenir sur la question de la technologie, forcément on s'adapte en fonction de la menace. Ce qui a été prégnant au début du conflit, c'était les manques en anti-aérien, puisqu'on s'est rendu compte assez vite, en Norvège notamment,
au début des années, à la fin de 1940, pendant les opérations de Norvège, qu'il y avait un manque d'armes antiaériennes à bord des navires. Ils étaient vulnérables au bombardement. Donc, au-delà de la technologie, c'est surtout s'adapter à la menace antiaérienne. Pour te donner un exemple, quand le Richelieu, qui était le cuirassé, un des cuirassés phares de la France, est arrivé aux États-Unis en 1943 pour se moderniser, quand il est passé aux Alliés, les Américains, il y avait plein de places partout sur le pont. C'était un navire qui était presque vide d'armement antiaérien et les Américains ont dit on va mettre des affûts antiaériens partout. Il y a plein de places à exploiter qui n'avaient pas été exploitées avant. Donc ça, on adapte en fait donc l'infrastructure des navires et l'armement. Au niveau technologique, il y a surtout le développement de technologies qu'on connaissait avant, c'est-à-dire l'arme anti-sous-marine, tout ce qui a été acoustique. Faut savoir que le sonar, c'est quelque chose qui a été développé par un Français, Paul Langevin. Je me souviens plus du prénom exactement, mais c'est Langevin qui a développé ça un peu avec les Américains également en 1918. La France a un peu abandonné cette technologie. Les Anglais l'ont développé pas mal pendant l'entre-deux-guerres et après c'est vraiment quelque chose qui a été très très développé pendant le conflit. Mais au niveau technologique, il n'y a pas eu de rupture technologique pure pendant la Seconde Guerre mondiale en dehors du radar, le radar de tir et le radar de détection. Au début du conflit, c'était beaucoup de tirs à vue ou aidés par des avions. On catapultait des avions d'observation qui étaient à bord des navires, on tirait et le spotter, comment dire, l'avion envoyait par radio des retours au navire trop loin de 100 mètres, trop court de 50 mètres, et on corrigeait le tir en fonction de ça. C'était aussi, ça pouvait être fait aussi pour les navires qui n'avaient pas d'hydravion de surveillance fait par le navire, par quelqu'un qui était tout en haut de la vigie. L'arrivée du radar de tir va changer complètement cette donne, puisque ça va permettre notamment, ça va pouvoir permettre l'engagement de nuit, puisque forcément pour tirer sur une cible, il faut la voir. Quand on la voit pas, puisqu'on est de nuit, on tire pas. Donc, l'arrivée du radar de nuit a été fondamentale, notamment dans le Pacifique et dans la bataille du Cap Nord dont je parle dans le livre. Mais c'est les deux engagements majeurs qui illustrent vraiment cette rupture technologique, c'est le radar de tir. Après, il y a eu pas mal d'adaptations plutôt tactiques, stratégiques. Au niveau naval, ça va être un exemple que j'aime beaucoup, c'est la modification des convois, puisque une des phases majeures, un des éléments majeurs de la guerre navale, c'est la logistique. C'est acheminer de l'armement, du matériel, des matières premières, des hommes, d'un point A à un point B. Tout le monde connaît la guerre de l'Atlantique, la bataille de l'Atlantique, qui consistait donc à transporter du matériel depuis les États-Unis vers le Royaume-Uni pour assurer la survie du Royaume-Uni. Les Allemands essayant de couper cet approvisionnement à l'aide soit de marines de surface. On connaît le Bismarck notamment qui a tenté de le faire, et plus sûrement par les sous-marins, les U-boats, qui ont coulé des tonnes et des tonnes, des milliers de tonnes de navires marchands. Donc au début, les Américains, quand ils sont arrivés dans le conflit, ils ont méprisé un peu les conseils britanniques et ils ont envoyé des navires de commerce isolés, qui avaient une vague, des vagues directives de zigzag, voilà, pour empêcher les sous-marins de les couler. Et ça marchait pas forcément, puisque une cible isolée, c'est assez facile à couler. En plus, les navires, ils utilisaient les ondes radio, enfin les transmissions de façon complètement erratique, donc ils étaient faciles à détecter pour les sous-marins allemands, faciles à couler puisque c'était souvent en plus, c'était tout le temps des civils, des réservistes ou des civils qui étaient pas sensibilisés vraiment à cette menace, et des navires très peu armés ou à peine armés. Donc voilà. Et au fur et à mesure, puisqu'à un moment
a un peu marre de se faire couler nos cargos et notre matériel. On va revenir ce qu'on a toujours fait, même à la marine à voile, c'est-à-dire des convois escortés et donc c'est assez simple. Il y avait une zone en dehors des ports. On réunit de 10 à 60 cargos. On les met ce qu'on appelle en grille. Là, tu imagines une grille, voilà, on trace vraiment sur une carte, enfin sur un radar, on trace une grille avec des distances obligatoires entre les navires, que ce soit sur les côtés, devant, derrière, où les navires doivent ce qu'on appelle tenir leur poste, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous forcément les mêmes caractéristiques de vitesse ou de tenue à la mer, et bien, ils doivent corriger leur poste et corriger leur vitesse, leur cap pour toujours toujours tenir leur poste par rapport à un navire défini. Et donc, le convoi, il avance en colonne. Et autour de ça, on a mis des destroyers. On a mis des destroyers qui, eux, avaient ce qu'on appelle des patterns de recherche. Ils avaient des cercles de patrouille alloués. Donc, l'un n'avait pas forcément le droit, enfin, dans les patrouilles normales, ils n'avaient pas le droit d'aller quand il n'y avait pas de danger dans la zone de l'autre. Il avait sa patrouille, il patrouillait avec son ASDIC, donc l'ancêtre du sonar, pour protéger tout autour le convoi. Et puis, avec l'arrivée de certaines technologies, l'amélioration, par exemple l'arrivée des B-24, donc les bombardiers à moyenne portée américains, ça a permis également d'escorter aussi ces convois sur tout l'Atlantique. Au début, il y avait des problèmes d'escorte aérienne, où l'escorte aérienne ne pouvait qu'escorter les convois sur une partie du trajet, que ce soit depuis les États-Unis jusqu'au milieu de l'Atlantique, et les Anglais prenaient le relais à partir d'un certain point, mais entre les deux, il y avait un trou noir dont les Allemands se sont servis assez longtemps, jusqu'à fin 1942, on va dire, à peu près, et surtout 1943, pour exploiter ça. Donc, je dirais qu'il y a à la fois, mais comme Michel Goya en avait parlé dans cette excellente émission, tu avais vraiment une partie outils, une partie technologique et une partie organisationnelle. Voilà. Il y a aussi l'arrivée, ce qui a été déterminant dans le conflit, ça a été l'écoute, le décryptage des messages de l'ennemi, qui a influé directement sur la technologie navale. On va parler notamment de la torpille américaine. La torpille américaine, au début du conflit, ils avaient la Mark 14 qui marchait pas. Ça marchait pas. C'était une torpille qui, quand elle était lancée, des fois, elle allait même pas tout droit. Elle tournait, elle revenait sur le lanceur. C'est un peu frustrant. Elle allait voilà. Elle était trop profonde, elle partait trop profondément, ou elle n'explosait pas, ou alors elle explosait avant. Donc là, gros problème. Il y a eu une grosse polémique aux États-Unis pendant pas mal de temps, puisqu'ils n'arrivaient à rien. Et pour un sous-marin, donc approcher une cible d'opportunité, c'est une manœuvre qui est longue, qui est dangereuse, qui est stressante pour l'équipage. Ça peut durer des jours. Même si la plupart du temps, ouais, ça peut durer des jours. Et donc, une fois qu'on lance ces torpilles, on a d'énormes risques d'être détectés si l'environnement, enfin si elle est destroyée, si la flotte en face est équipée de destroyers, par exemple, ou de porte-avions. On a beaucoup de possibilités d'être détectés une fois qu'on a tiré, puisque si on n'a pas été détecté avant, l'ennemi, globalement, il ne sait pas on va dire qu'il ne sait pas qu'il y a un destroyer, qu'il y a un sous-marin, pardon. Une fois que les torpilles ont explosé, là, tout le monde se met en branle, les projecteurs de recherche, les avions décollent, les destroyers vont chercher la cible, etc. Et il y a toute une manœuvre échappatoire qui est souvent été fatale. Donc, il faut imaginer toute la frustration des équipages américains quand
quand ils voyaient que ça marchait pas. Ils faisaient tout ce qu'il fallait pour, et ça explosait pas, ou alors ils se retrouvaient en danger d'être tués par leur propre torpille. Enfin, c'était assez terrible. Donc il y a eu une grosse polémique sur ça, sur ces torpilles, et une partie du problème a été résolue grâce à l'écoute des codes japonais. Grâce aux dispositifs Ultra, enfin, les Américains ont assez vite décodé les communications japonaises, et par exemple le Shokaku, qui est un porte-avions américain japonais, a été attaqué à la torpille, et il a déclaré à toute sa flotte on a été attaqué à la torpille, mais les torpilles ont explosé avant. Alors, les Américains, ils ont dit merde, ça a explosé avant, donc on va travailler sur ça, sur la partie explosif, la partie détonation, et au fur et à mesure, ils ont amélioré tout ça. Mais ça a mis 2 ans en tout ils ont mis 2 ans quand même à corriger ces anomalies de torpilles. Les Allemands aussi avaient des gros soucis de torpilles au début. Mais voilà, donc la cryptologie, l'écoute a été aussi déterminant pour l'évolution de la technologie. Alors, tu nous as parlé durant le conflit du fait de l'arrivée du radar. On a quelqu'un dans le chat qui nous dit j'ai jamais compris la différence entre le sonar et l'ASDIC. Alors, basiquement, globalement, c'est un peu la même chose. Alors moi, je suis pas un spécialiste moi, comme je t'ai dit au tout début, je me présente plutôt comme un vulgarisateur du point de vue du marin, parce que dans tous les livres, tu vas avoir plein de livres qui sont consacrés au matériel. Voilà, tu en as plein. Je suis pas un spécialiste à 100% des matériels. Néanmoins, globalement, ce qu'il faut faire la différence, c'est le radar actif le sonar actif et le sonar passif. Le sonar actif, tu vas avoir une antenne, tu vas émettre un son depuis ton antenne qui va se réfléchir sur une cible ou sur un obstacle en tout cas, et qui va revenir, et on va détecter les objets grâce à ça. Et tu vas avoir le sonar passif, où là tu vas attendre que l'onde vienne à toi pour détecter l'ennemi globalement. Maintenant, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que c'est pas mon domaine de prédilection. Et c'est très bien, c'est aussi le genre de réponse qu'on attend parfois dans ce genre d'entretien. C'est important de montrer que on sait pas tout, et que plutôt que de dire n'importe quoi, vaut mieux dire mes compétences s'arrêtent là et on passe à autre chose. Alors il y avait quand même des différences entre les flottes des différents. Ah, tiens d'ailleurs, alors avant de poser cette question, petit point vocabulaire, c'est quoi qu'est-ce qu'on appelle marine, qu'est-ce qu'on appelle flotte, histoire d'être la marine, c'est l'armée de mer, globalement. C'est l'ensemble des forces qui appartiennent à une marine de guerre, que ce soit les navires, les hommes, les administratifs, le soutien. Enfin, c'est tout ce qui est la marine, sous la direction du ministère, enfin de l'état-major de la marine, tout simplement. La flotte, c'est c'est tous les navires qui composent la marine, enfin qui composent la marine. Et après, tu vas avoir souvent ce qu'on appelle les flottes, les flottilles, suivant les appellations. C'est des groupes constitués de navires, avec un commandement spécifique, une mission spécifique et une zone spécifique. Et du coup, pendant ce conflit, il y avait une différence notable entre les flottes des différents belligérants, enfin des différents pays. Oui, tu avais chaque marine s'adaptait à ses besoins et à la menace qu'il y avait en face. Par exemple, le Royaume-Uni avait une flotte. Alors, le Royaume-Uni, en plus, avait hérité de sa flotte de la Première Guerre mondiale, donc ils avaient quand même une flotte qui était assez pléthorique, relativement obsolète, mais ils avaient, c'est un petit peu obsolète, donc c'était pas la plus moderne, pas la plus moderne des marines, mais ils avaient comment dire, ils ont tous la même ossature, avec des destroyers, des croiseurs, des cuirassés. Certains avaient des porte-avions, d'autres non. Les Allemands n'avaient pas, ils avaient des projets de porte-avions, mais ils n'ont pas vraiment construit de porte-avions. Et les Français, c'est un peu pareil, on n'a pas eu le temps vraiment de développer ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on développe une marine en fonction d'une stratégie politique.
L'objectif de la France, c'était de faire le lien entre entre la métropole euh, et les colonies pour assurer le transport des matières premières, des soldats qui venaient des colonies et voilà les liaisons maritimes. Les Britanniques, ils avaient vraiment l'obligation d'être présents du Pacifique à l'Atlantique, ils avaient quand même un empire qui était plus développé, il y avait plus de menaces avec le Japon, avec l'Italie en Méditerranée et avec l'Allemagne en Atlantique et en mer du Nord. L'Allemagne, elle, avait vraiment un objectif qui était exactement le même que la Première Guerre mondiale, l'objectif, c'était d'isoler le Royaume-Uni de son commerce, de son approvisionnement. Et voilà, donc ils ont construit leur flotte. Chaque nation a construit des flottes en fonction des objectifs politiques. Mais alors, la construction de ces flottes, elle a du coup démarré avant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait quand même eu, après la Première Guerre mondiale, qui a été voilà, un terrible traumatisme pour tout le monde, il y a eu des traités qui ont été mis en place pour éviter une escalade à l'armement, non ? Oui, oui, tout à fait. Alors, tu fais référence au traité de Washington de 1922. L'idée, c'était vraiment la réduction des armements. Donc, c'est un traité qui a été mis en place à l'initiative de Washington. Enfin, tout le monde était globalement content de faire ça du côté des Occidentaux, sauf les Français, puisque les Français, on voulait avoir carte blanche pour contrer. On était encore traumatisés par l'Allemagne et vraiment l'après-guerre pour les Français, il fallait continuer à rester armés et la menace allemande était encore bien présente. Néanmoins, nous, on n'aurait pas eu les capacités financières en fait, après 1918, même en 1918-1919, il y a eu un début de nouvelle course à l'armement entre les États-Unis, le Japon et l'Angleterre. Et il y a beaucoup de monde qui s'est dit, on va arrêter là. On va arrêter là parce que ça coûte une blinde. Nos nations, elles sont exsangues, on a plus d'argent, donc on va limiter. On va limiter la taille des flottes en nombre, en tonnage, tout simplement. Alors, l'idée, c'était de prendre tous les navires, d'enlever les parties consommables, l'huile, le mazout, les munitions, de prendre les navires et on additionne le poids et ça fait un tonnage maximal. Il y avait des sous-divisions, donc on avait droit à des cuirassés qui étaient limités à 35 000 tonnes. On avait le droit à tant de pourcentage, etc. Les Allemands, eux, ils étaient limités par le traité de Versailles, assez drastiquement d'ailleurs, et voilà. Ce qui s'est passé, c'est que donc effectivement, ça a fonctionné pendant un peu moins de 10 ans. Il n'y a plus vraiment de nouvelle unité qui a été construite avec les différentes crises économiques, avec un contexte international et financier qui était peu favorable. Et ce qui s'est passé, c'est que en 1929, l'Allemagne a lancé, qui avait déjà commencé à tricher dès 1920 avec la construction cachée de sous-marins aux Pays-Bas, enfin la recherche plus que la construction, mais voilà. Et en 1929, l'Allemagne, qui n'était pas encore hitlérienne, a lancé un nouveau cuirassé, enfin croiseur lourd cuirassé, ils ont appelé ça un navire blindé globalement, et on a appelé ça un cuirassé de poche, qui s'appelait le Graf Spee, classe Deutschland, qui était révolutionnaire par ses caractéristiques, puisqu'ils étaient contraints par les caractéristiques d'un traité, donc sous surveillance internationale. Alors certes, ils ont triché, puisqu'ils ont minoré le poids de 30-40%, 20 à 40%, je ne sais plus exactement, mais globalement, ils ont présenté un navire qui était fait pour couler le commerce, qui allait vite, qui allait loin. Il avait une autonomie qui était énorme, donc il aurait pu rester en Atlantique pour couler des navires de commerce pendant très longtemps, sous réserve qu'il ne soit pas coulé évidemment, mais voilà, il pouvait opérer sans base très loin et très longtemps. Donc ça a fait peur aux Alliés, puisqu'il y avait on repartait un petit peu dans ce qui s'est passé avant la Première Guerre mondiale. Il y a eu, à partir de 1904-1906, une grande course à l'armement naval qui est l'une des causes de la Première Guerre mondiale. Pas la cause, mais l'une des causes. Ça a contribué à l'accentuation de la crise entre Londres et Berlin.
où l'Allemagne a voulu avoir une grande flotte de guerre. Et alors forcément, les Anglais, quand tu construis une flotte de guerre devant eux, c'est un peu le, L'affront. ouais, voilà, ils aiment pas trop ça. Donc, ils ont aussi, enfin, voilà, entre les deux nations, il y a eu une course à l'armement naval qui a exacerbé les tensions. Et donc, tout le monde s'est dit, à partir de 1929, les nations européennes ont commencé également à, à relancer la construction navale en respectant les traités au début. Donc c'est pour ça qu'on a des navires comme la classe Dunkerque Strasbourg qui a été lancée en 1934, voilà, qui fait que 26 000 tonnes, qui est censé être un cuirassé, mais qui est restreint par les traités en tonnage. Voilà, donc tout ça, ça a été restreint. C'est pour ça qu'on est passé d'une course quantitative, ce qu'on a eu avant la Première Guerre mondiale, le but, c'est de faire plus, toujours plus, à une course à l'armement naval qualitative. Voilà, on est contraint par des traités, par un certain nombre de tonnages, comme on va faire pour faire un navire plus puissant, plus rapide, voilà, un meilleur navire que l'autre, tout en restant contraint par les traités. Alors évidemment, il y a de la triche, notamment l'Allemagne. Le Japon a beaucoup triché aussi, puisqu'ils ont créé le Yamato, par exemple, un petit peu en amont, en trichant en le cachant. Ils ont créé des croiseurs lourds. Et au début, ils ont mis des petites tourelles, des petites tourelles qu'ils ont remplacées par des gros canons après, un peu plus tard. Voilà, mais tout était déjà prêt, si tu veux. Voilà, donc c'était vraiment le but, c'était de créer des flottes en respectant au début le droit international. Et voilà. Et au fur et à mesure, plus les ambitions et le contexte évoluaient au fur et à mesure des années 30, le Japon a quitté le traité de Washington, parce qu'il y a eu des traités à Londres qui ont suivi pour continuer à restreindre, la construction navale, à restreindre toutes ces conditions-là. Les Japonais sont partis, les Italiens sont partis, et puis alors après, jusqu'au déclenchement de la guerre. Si ça vous intéresse, tout ça, alors tu as lâché le nom du GrashP sur la chaîne YouTube Nota Bene, vous avez un épisode dédié à ce navire et à la bataille du Rio de la Plata, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et d'ailleurs sur la Première Guerre mondiale, on avait aussi fait un truc avec Estonie, je crois, sur les paquebots de guerre, hein, des paquebots en fait qui servaient à transporter les gens et qui ont été modifiés pendant la Première Guerre mondiale pour servir de bâtiments de guerre. En tout cas, le rôle des marines durant la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il a été uniquement de combattre sur les mers ou est-ce que ça a été un peu plus complexe que ça? Est-ce qu'ils avaient d'autres missions, la marine, que d'assurer les conflits en mer? Oui, bien sûr. Alors, on aborde souvent la guerre par le prisme de la bataille. Voilà, c'est la bataille, il faut détruire l'ennemi, etc. En off, juste avant, je t'ai dit on va parler pam pam boum boum, canon bateau, tu m'as dit oui, pas que. Voilà. Non, parce que le but c'est certes de détruire l'ennemi, mais en fait il y a une grande part d'incertitude dans la marine, puisque dans les marines, en tout cas surtout à cette époque, c'est dans le renseignement. C'est souvent on ne sait pas qui est l'ennemi en face, quelle est la composition de la force en face. On a beaucoup de problèmes de renseignement, donc il y a une part d'incertitude. Il faut savoir que les navires, c'est long à construire, c'est précieux, ce sont des armes aussi diplomatiques, des armes psychologiques. Quand on met un cuirassé à tel endroit, surtout pour certaines navires marines comme les Allemands, ça a un impact psychologique fondamental. Donc les marines servaient essentiellement à protéger l'acheminement du commerce, ou à rompre le commerce ennemi, ou à protéger les approches. Même pendant la Première Guerre mondiale, à part la bataille du Jutland, il y a eu peu de grands engagements. Le but, c'est pas de... Et comme il y a une part d'incertitude, grosso modo, on va schématiser, c'est évidemment plus compliqué que ça, mais c'est le premier qui voit l'autre qui a gagné. En tout cas, il a un gros avantage. Plus tu détectes en amont, plus tu peux te... Il y a une problématique dans la marine, c'est l'espace et le temps sont différents qu'un avion. Ça va plus vite qu'avion. On est sur des surfaces à parcourir qui sont immenses. Pour aller de San Francisco à Hawaï, t'as 15 jours de navigation en ligne droite. T'as
t'as des heures et des heures de navigation à chercher. Les surfaces, elles sont immenses. Pour trouver un bateau on voit toujours Midway, qui est un excellent, la bataille de Midway, qui est un excellent exemple pour détecter. Ils savaient pas exactement où allaient arriver les Japonais. Les Japonais ne savaient pas exactement quelle était la force en face. En plus, ils étaient persuadés d'avoir coulé plus de navires que ça dans la précédente bataille, mais ça, c'est encore un autre sujet, encore que. Mais pour savoir exactement où était la flotte japonaise, ils ont dû envoyer des dizaines et des dizaines d'avions, couvrir des secteurs de recherche très restreints, à faire des boucles, globalement, des patterns de recherche, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui, en extrême limite de sa boucle, voit l'ennemi. Donc, il y a vraiment cette problématique-là d'incertitude. Pour déplacer un navire, entre le moment où on lui donne l'ordre et le moment où il va sur place, on parle vraiment en termes de vecteurs, des vecteurs qui se déplacent à des vitesses. Si un des deux vecteurs se déplace à une vitesse différente qu'estimée ou à quelques degrés de différence, eh ben on manque l'interception. Donc la bataille, c'est assez compliqué et mine de rien, il n'y a pas eu tant de batailles que ça au regard des effectifs déployés, au regard des moyens financiers et humains déployés. Il n'y a pas eu tant de batailles que ça. Alors que tu vas c'est pour ça que c'est un petit peu complexe, parce qu'il y a vraiment tu passes beaucoup de temps à patrouiller, à rechercher, à attendre. Donc c'est aussi pour ça, on peut en revenir à ce qu'on disait au début du conflit, au début du live, c'est que il y a aussi cette difficulté à écrire sur la guerre navale, c'est qu'il y a plein de moments, il y a énormément de moments où on fait rien. Tu navigues, tu as tes jumelles, tu attends, tu espères ne pas avoir. Et puis, on peut aussi parler, par exemple, de la doctrine. Les Allemands avaient une doctrine, Hitler avait une doctrine assez claire, c'est n'engagez pas. N'engagez pas, vous voyez un ennemi, vous faites demi-tour. Parce qu'il avait peur de perdre ses navires. Voilà, quand on voit l'impact psychologique qu'a eu la perte du Hood au Royaume-Uni ou au Japon, où les cuirassés qu'ils ont perdus contre les Japonais, le Prince of Wales, notamment au large de la Malaisie, c'était des drames. Et une fois qu'on a perdu cet instrument de puissance, qu'on projette très loin, donc c'est vraiment, en plus quand on n'a pas beaucoup de moyens, comme l'avaient les Britanniques au début du conflit, quand on perd ce moyen, c'est très très difficile de le remplacer. Ça prend du temps, ça prend des mois et des mois. Donc, et puis en plus, les Britanniques se sont mis très tard à rattraper leur programme d'armement naval. Donc, il y a vraiment un souci d'économie d'emploi. Quand on perd un porte-avions dans le Pacifique, on met des mois et des mois, voire parfois on rattrape jamais son retard. Et pendant ce temps-là, l'ennemi progresse. Donc, il y a vraiment un souci d'économie de la force. On a une question de Laurent qui dit, on parle des flottes anglaises, américaines, françaises, allemandes, japonaises, mais quid de la marine italienne présentée comme puissante en 1940, qui a quand même un peu pesé sur la Méditerranée? Une explication. Alors si je peux me permettre, j'arrête pas de faire des références, mais c'est vrai qu'on a beaucoup fait de trucs sur la Seconde Guerre mondiale. On a fait un épisode sur la bataille de Tarente, notamment en 1940, et en gros le fait que une partie de la flotte italienne s'est fait atomiser par les Britanniques. Ça explique pas tout, mais en tout cas, voilà, ils avaient perdu pas mal de navires. Mais si tu as peut-être quelque chose à rajouter dessus. Oui, tout à fait. Alors, la marine italienne, pour Mussolini, c'était un instrument diplomatique. Le but, c'était d'avoir un moyen de négociation en cas de paix avancée, de dire, voilà, moi, j'ai encore tout ça. C'est comme t'es au Monopoly, j'ai 1 million en réserve, t'es gentil avec moi. Globalement, c'était un moyen de peser sur d'éventuelles négociations de paix. Il a toujours refusé, il a toujours il voulait pas engager ses forces. Donc là encore, on est vraiment dans le souci économie des moyens. Alors c'est assez étonnant parce que tu mets des milliards et des milliards pour construire des engins que tu n'utilises pas. Mais là, c'est assez propre aux marines parce que pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Une fois que tu perds ces éléments, c'est très difficile de les remplacer.
voilà. Donc les Italiens, on peut employer leurs moyens. Ils ont été forcés par les Allemands d'envoyer le reste de leurs forces à la bataille de Matapan et puis ils sont fait plier par les Britanniques. Mais globalement, ils voulaient pas employer leurs forces. Et puis j'avais aussi un problème tout bête, c'est qu'ils n'avaient pas de mazout. Ils n'avaient pas de moyens à long terme pour faire des opérations. Ils n'avaient pas de carburant. Alors, à plusieurs reprises, là, tu nous as parlé tout à l'heure de l'escorte des convois, là, après tu nous as parlé de certaines tactiques de déplacement de navires, et tu parlais de patterns. Justement, est-ce que les tactiques qui sont utilisées sur les mers sont un peu toujours les mêmes, ou est-ce qu'il y a des tactiques qui sont plutôt variées ? Alors, c'est difficile à répondre à cette question, puisque, en fait, tu as des tactiques spécifiques de combat, vraiment... Là, c'est la micro-tactique où donc là, qui sont toujours les mêmes. Tu évolues les uns derrière les autres. Ce qu'on appelle, c'est hérité des batailles, des vaisseaux de ligne. Donc les navires, ils étaient ce qu'on appelle la file, en ligne de file, pour avoir tous les canons étaient sur les côtés, sur les travers, et il fallait utiliser le plus de canons possible. Et à l'époque, on ne pouvait pas les tourner, on n'avait pas de tourelle, qui tournait. Donc, on se mettait les uns derrière les autres, globalement, je simplifie à l'extrême, et puis on tirait sur le côté. Avec l'apparition des tourelles hydrauliques, donc qui tournaient sur un axe, devant et derrière, donc ce qu'on appelle un champ de battage, donc avec des butées, ils tournaient avec un angle maximal. On a adapté les techniques de déplacement des navires les uns par rapport aux autres. C'est difficile à répondre comme question parce que il faudrait des cas concrets pour expliquer, mais il y avait pas, on peut pas répondre comme ça à cette question. Il faudrait vraiment des cas concrets, J'en explique un dans la bataille du Cap Nord, dans les chapitres où les Anglais, il y a une technique qu'ils aimaient bien. Le but c'était de naviguer de concert. Ensemble pour les Britanniques et d'utiliser toute la force de feu des croiseurs en même temps sans se gêner. Donc l'idée de l'amiral anglais, c'était de mettre les trois navires les uns derrière les autres globalement avec les tourelles tournées d'un bord en sachant que l'ennemi était en face. Et au dernier moment, tu fais obliquer tous tes navires, ce qu'on appelle tout à la fois. Tu les fais pivoter tous ensemble et ils se retrouvent en cap, ils changent de cap globalement et tous les canons sont directement braqués sur l'ennemi. Alors c'est un peu difficile à expliquer à l'oral, mais voilà, la tactique navale sans dessin, c'est compliqué. C'était la problématique de l'émission. Au début, tu m'as dit est-ce qu'il y a moyen de sortir des cartes, etc. Et c'est vrai que la problématique, c'est que cette émission elle est rediffusée en podcast aussi, donc on essaye de faire en sorte que ce soit compréhensible à l'audio, mais parfois, rien ne vaut un bon schéma, un bon dessin. Voilà. J'en ai mis un dans le livre. Il y a un schéma de cette tactique-là, mais c'est vraiment de la micro-tactique, c'est pas des stratégies globales. Avant de venir sur quelques points précis de ton bouquin, il y avait une question concernant la Kriegsmarine et notamment les sous-marins, puisque on le sait, enfin les pertes ont été terribles dans les sous-marins. Comment est-ce qu'ils ont réussi à gérer finalement le moral des sous-mariniers? Comment est-ce qu'ils ont réussi, est-ce qu'ils ont réussi d'ailleurs à maintenir un niveau de qualité d'équipage assez haut jusqu'à la fin de la guerre, où on nous demandait est-ce que, comme dans la Luftwaffe, ça s'est dégradé tout au long de la guerre? Non, il y a eu plusieurs périodes charnières pour la sous-marine allemande. Il y a eu la période faste des années... des premiers mois jusqu'à 1941 avec le fameux Günther notamment ou Endras, des as allemands qui étaient particulièrement bons, notamment parce que en face il n'y avait pas de réponse et ils ont été tués assez rapidement. Voilà. Après il y a eu une deuxième période d'as allemands qui est arrivée courant à partir de fin 41 et il y a eu plusieurs et puis après, alors il faut mettre ça au regard de ce qui a été fait au niveau des théâtres. Il y a eu le théâtre atlantique très proche des côtes anglaises au début, qui s'est à un moment décalé dans l'Atlantique. Et puis à l'entrée en guerre des États-Unis, comme ce qu'on disait tout à l'heure, les convois n'étaient pas escortés, les sous-marins allemands allaient carrément dans les fleuves. Ils allaient dans l'Hudson River, ils allaient
devant la Chesapeake Il Bay. y a des photos hein, d'ailleurs qui existent. Ouais, et ou tout à fait de New York, ils ont même filmé. Il y a le Saint-Laurent, il était même dans le Saint-Laurent au Québec pour couler dans le Saint-Laurent des cargos. Ça s'est dégradé avec, comme ce qu'on disait tout à l'heure sur le développement des contre-mesures, donc les escortes aériennes. Ça s'est dégradé et à partir de 43, on peut dire fin 43, la sous-marinade allemande n'est plus vraiment une menace, que ce soit dans l'Atlantique ou en mer du Nord, pour schématiser. Donc non, ils ont eu vraiment du mal. Il y a eu, pour donner un ordre d'idée, sur 40 000 sous-marins allemands, il y en a 30 000 qui sont pas revenus. C'est un peu comme les équipages de tanks aussi, où RIP quoi, tu montes dans le tank, tu te dis bon bah j'ai quand même de bonnes chances de pas revenir quoi. Alors au-delà des forces alliées et ennemies, quand on est sur un navire et qu'on doit s'engager dans le conflit, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre ennemi auquel on pense pas de prime abord comme ça dans un conflit militaire, auquel il faut faire attention? Je parle de la météo, bien entendu. Il y a la logistique, il y a le moral, il y a tout ça, mais effectivement, il y a la météo. Alors la météo, alors j'en parle au travers du typhon, mais la météo, c'est l'environnement en général. Il y a la pluie, la visibilité. Il y a plein d'engagements qui n'ont pu être faits ou alors qui ont été conduits dans des conditions de visibilité nulles, où les ennemis se sont loupés, ou alors il y a eu des collisions en mer à cause de la visibilité, même entre navires de la même marine. Il y a des navires de guerre qui sont rentrés en collision entre eux à cause du manque de visibilité, puisque tu peux avoir un banc de brume, tu peux avoir un grain, des précipitations subies, de la neige, etc. Ce qui fait que, pour parler du Cap Nord, au nord de la Norvège, dans l'Antarctique, tu avais des mois entiers où tu voyais à 30 mètres, ou même pas, parfois tu voyais à peine à 10 mètres. Donc sans radar, sans rien, tu pouvais passer à côté d'un ennemi qui était à 5-6 nautiques sans le voir. Et donc ça, c'est pour l'aspect conduite du combat, mais tu as aussi les conditions météo, les typhons, les tempêtes, où là, tu peux être dans l'incapacité, même si tu vois ton ami ou tu sais qu'il est là, tu peux être dans l'incapacité de tirer, puisque il faut quand même une stabilité sur l'eau pour viser, pour tirer torpille, pour lancer tes avions aussi. Nous, dans la marine actuellement, c'est exactement la même chose. Tu as des limites d'emploi de tes forces, mais les avions sont séparés dans l'armée de l'air. Hein. Si tu as trop de vent, trop de pluie, là, tu peux pas décoller. Voilà, c'est pareil. Si ton porte-avions il a des mouvements de plateforme, s'il y a une houle trop importante, tu peux pas décoller, puisque ton avion il a besoin quand même d'un minimum de stabilité pour décoller. Donc tout ça, donc ça c'est la passerelle, c'est le navigateur qui va, si c'est possible, adapter la route du porte-avions pour faire décoller ses avions, pour limiter les mouvements de plateforme, et parfois c'est pas possible. Il y a un chapitre dont je parle, qui est le chapitre 8 de mémoire, qui se passe aux Philippines, où c'est la bataille du Golfe de Leyte, enfin c'est un détail, c'est une petite partie de cette bataille-là, où les Japonais fondent sur une petite flotte d'escorte américaine, et les Japonais, ils sont en large supériorité technologique, en nombre, ils ont l'avantage clairement. Et on pourrait penser que le premier réflexe, c'est de partir, c'est de faire demi-tour et de s'enfuir. Eh bien non, là, le premier réflexe de l'amiral américain, ça a été de se mettre quasiment face à la flotte japonaise, parce qu'il voulait faire décoller ses avions. Pour faire décoller ses avions, il faut être face au vent pour augmenter la vitesse de portance des avions et pour les faire décoller. Alors forcément, il s'est rapproché de la force ennemie, mais si tu fais pas décoller tes avions, tu n'as plus de force de bataille, entre guillemets, tu peux plus te battre. Donc il s'est rapproché volontairement des navires, alors pas exactement parce que les routes n'étaient pas en confrontation directe, mais globalement il s'est pas éloigné de la flotte japonaise pour pouvoir mettre en œuvre ses avions et après faire demi-tour. Mais donc la composante météo, je dirais plus que dans les autres armes,
Alors peut-être que l'armée de l'air sera pas contente, quoi que ce soit, on pourra en discuter, mais il y a vraiment une dimension fondamentale dans la maîtrise, dans le renseignement météo et dans l'environnement marin. Et justement, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de ce fameux typhon qui s'appelle Cobra? Bien sûr, alors, Cobra, c'est fin décembre 1944. Ça se passe au large des Philippines. Les Américains, pour donner le contexte, sont en train de reconquérir le Pacifique. Ils ont commencé à Guadalcanal, donc dans le Pacifique Sud-Est, et ils sont remontés en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles de l'Atlantique, du Pacifique Centre, pardon, et ils arrivent à un choix cornélien ils arrivent à un choix stratégique entre foncer directement sur le Japon, ce qui était le choix de la marine, Taïwan puis le Japon, et reconquérir les Philippines, ce qui était le choix de MacArthur et l'armée de terre, pour des raisons politiques. Donc pour des raisons politiques, ils ont choisi les Philippines, et donc là arrive donc la flotte américaine est au large des Philippines pour appuyer le département. À l'aide de dizaines de navires. C'est une armada qui est très, très impressionnante. Ils ont plusieurs dizaines, ils ont 24 de mémoire porte-avions de différentes classes, des cuirassés, des destroyers. Enfin voilà, c'est vraiment une machine de guerre industrielle qui est phénoménale. Au niveau logistique, c'était pareil, c'est une prouesse assez incroyable, unique dans l'histoire. Et sauf que toute cette flotte, elle consomme beaucoup de carburant, c'est 6 millions mensuels, je crois, je n'ai plus le chiffre par cœur, mais c'est des millions de tonnes de mazout qui sont consommées. Et puis donc, il faut bien ravitailler, forcément. Ravitailler en mer, donc tu as des ravitailleurs, des navires qui sont spécialisés dans le ravitaillement en mer, c'est des pétroliers, la séquence est assez à la fois simple et compliquée. Tu as un ravitailleur qui se met à une route et une vitesse définie, et les autres navires se mettent sur les côtés à la même cap, même route. Donc là, c'est pareil, tu t'adaptes en fonction de la houle, en fonction du vent. Tu adaptes ta route et tu passes un tuyau, une pompe à essence, hein, c'est comme si tu allais chez Total et que ta voiture roule et que la station essence roule avec toi. Et puis en plus, tu as les mouvements de houle, donc c'est assez étonnant comme manœuvre. Et voilà. Et donc, l'armée américaine progresse, elle progresse aux Philippines, et à un moment, la flotte américaine est quasiment à sec de carburant. Et ils doivent organiser, notamment pour les petits destroyers qui ont des soutes beaucoup plus petites, et donc ils doivent ravitailler plus souvent, d'autant qu'ils ont ils naviguent plus, ils font plus de distance, donc ils consomment plus. Ils naviguent plus parce que, comme je te dis, ils ont des patterns de recherche, mais également, c'est eux qui vont chercher les pilotes qui tombent en mer. Quand tu as un pilote en mer, c'est le destroyer qui il accélère, il va chercher le gars, il le ramène vers le porte-avions par des transferts de personnel, et il repart dans sa zone. Donc, il fait beaucoup plus de distance, donc il consomme beaucoup plus de mazout, et donc, il élège beaucoup plus rapidement. Sur ce, arrive une dépression tropicale qui se transforme très rapidement en typhon. Donc, le typhon, c'est l'événement climatique le plus destructeur de la planète. C'est un événement qui se déroule dans la zone, ce qu'on appelle la zone intertropicale, c'est-à-dire de part et d'autre de l'équateur. Tu as le tropique des Cancers et le tropique du Verseau. C'est dans cette zone-là, globalement, pour faire simple, c'est un cyclone. Donc tu as des bandes de nuages orageux spiralés qui tournent très vite autour d'un noyau, qui aspire de l'humidité, et il va y avoir des vents assez incroyables qui vont des vents tournants, des pluies torrentielles, et forcément le vent crée la houle, puisque la houle se forme avec l'action du vent. Donc tu as en plus de la houle. Et le typhon va arriver par surprise sur la flotte américaine qui est en train de ravitailler, qui est léger pour certains,
Et alors, l'armée américaine, la marine américaine va perdre trois destroyers dans ces conditions, puisque ils étaient vraiment très légers sur l'eau. Donc, plus tu es léger, plus ton centre de gravité est haut, forcément, et plus tu es ballotté par le vent, par la houle, tu as moins de moyens de contrer en fait, les éléments. Sur les gros navires type cuirassé, ils ont pris des gros mouvements, etc. Il y a eu un peu de casse matérielle. Sur les porte-avions, il y a eu beaucoup d'incendies puisque les saisines des avions se cassaient. Les avions partaient d'un côté et de l'autre, ils rentraient en collision. Le kérosène, qui est hautement inflammable, prenait feu et il y avait beaucoup d'incendies. Alors, lutter contre un incendie quand tu as 30-40 degrés de roulis, c'est-à-dire que t'imagines ta maison qui fait 30 degrés. Toi, tu as un feu dans ta cuisine, ta maison, elle bouge d'un côté sur l'autre de 30 à 40 degrés de chaque côté. Donc, tu essaies d'éteindre l'incendie comme ça. Voilà. Et pour les plus petits des navires, ils ont coulé tout simplement parce qu'à un moment, tu tiens pas le choc. Ce sont des petits navires qui n'étaient pas très solides. C'était de la tôle, c'était la petite tôle vraiment très légère. Donc, ils ont coulé, ils ont perdu environ 800 hommes lors de cette catastrophe, et c'est la plus grosse catastrophe de la marine américaine pendant tout le conflit, si on accepte la bataille de Savo au début en 42, voilà, qui là pour le coup est un vrai engagement avec les Japonais, et donc voilà. Et c'est un chapitre que je raconte. J'aime bien ce chapitre parce qu'il n'y a aucun coup de feu. Il n'y a aucun coup de feu, ça montre que c'est vraiment une histoire de marin, parce qu'on voit les hésitations du commandement. L'incertitude du chef météo qui lui comprend, on voit qu'il est perdu, il a des rapports parce que en plus c'est un typhon qui a la caractéristique d'être très compact. Donc normalement tu as plein de signes, enfin tu as des signes annonciateurs avec des vents qui s'accélèrent et ça s'étend. C'est quand même un typhon, un typhon ou un ouragan dans l'Atlantique, c'est quand même des phénomènes qui sont extrêmement étendus, et il y a quand même des événements, des vents, des effets annonciateurs. Là, il est tellement compact qu'ils se rendent compte vraiment sur la fin. Sur la fin, quand ils sont pas dans l'œil, mais vraiment sur la fin. Et on voit toute la détresse du chef météorologiste qui va. Alors, tu peux imaginer la scène en plus, parce que il va déranger le grand amiral américain, l'amiral Halsey, qui a 70 navires sous ses ordres, qui a les troupes américaines qui sont dans les Philippines, qui elles se battent au corps à corps quasiment, dans des conditions terribles, qui leur disent il faut m'aider, il faut m'appuyer, les avions, il faut qu'ils bombardent les Japonais en face. L'autre, il est pris entre l'état de ses navires qui commence à vraiment être délicat, et les appels américains qui disent bon, il faut m'aider parce que où est-ce que vous êtes les gars, parce que nous on en prend plein la gueule par les Japonais, c'est compliqué. Pardon. Donc voilà, il y a tous les dilemmes de commandement, il y a tous les dilemmes de conduite de la guerre, de gérer les priorités, et voilà. Et là-dessus, donc il y a les ordres contradictoires, les incertitudes qui rajoutent vraiment un côté humain. C'est ça que j'ai vraiment essayé de faire passer. C'est à la fois l'attitude du commandement, comment on arrive à gérer ça, comment on arrive à gérer toute une flotte en fonction des directives, des priorités opérationnelles d'un côté. À un niveau un peu plus bas, le conseil, où se placer par rapport à la personne à qui on rencontre en fonction des informations que l'on a, sachant qu'elles sont parcellaires, puisqu'à l'époque, les moyens de détection météo sont rudimentaires. Globalement, il y a quasiment rien. Tu as à Pearl Harbor une station météo qui récupère des éléments fragmentaires envoyés par les unités dans le Pacifique. Eux, ils reconstituent un puzzle, donc forcément, il y a de la latence dans l'élaboration de tous ces éléments, et il faut le renvoyer. Et il y a aussi des impondérables. Il y a un navire qui croise ce typhon et qui envoie tous les éléments à la flotte américaine de Halsey. Donc le navire, il est à quelques centaines de kilomètres de là, avant, et il lui dit faites gaffe, il y a un typhon qui arrive. Sauf qu'il envoie le message avec l'intitulé météo. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, tu vas avoir des cases d'urgence, enfin des cases de traitement des messages que l'état-major, il reçoit des milliers de messages, donc il va traiter en priorité
tel message, avec des classifications des messages flash, des messages urgents, des messages opérationnels, etc. La météo, bon, bah, c'est pour le briefing de ce soir à 18h, donc on le met dans telle case et puis on attend. Sauf que là, ce message-là, il aurait dû être en flash urgent, si tu veux. Donc voilà, il y a toute une problématique pour revenir à l'homme, à l'être humain, que j'ai vraiment aimé dans ce chapitre, parce qu'on a vraiment ça. Le côté commandement, le côté décision, le côté aide à la décision, le côté vraiment sur les petits navires, comment des commandants ont réussi à éviter la catastrophe en faisant de la gestion pure sur leur navire. Et un commandant qui a failli se faire buter par une mutinerie, quoi. Un début de mutinerie sur son navire, parce qu'il refusait de prendre des mesures de sauvegarde pour son navire. Et l'équipage, il se dit, c'est pas possible, il va nous emmener à la mort. Et c'est vraiment, t'as tout l'éventail des émotions dans le chapitre que j'ai vraiment aimé. Et voilà. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de faire transparaître dans ce chapitre. Le nom du typhon, Cobra, ça a un rapport avec la situation ou pas du tout? Non, pas du tout. Je crois que ce sont les Espagnols qui ont au 19e, qui ont commencé à mettre des noms sur des typhons quand ils étaient en train de coloniser quand ils étaient dans la région des Philippines. Et eux, ils mettaient le patron. C'était en fonction, quand ils se prenaient un gros grain sur la figure, un typhon ou une tempête, ils mettaient un nom, le nom du patron du calendrier. Et puis, c'est resté, voilà, de mettre les noms de baptême sur ces phénomènes-là. Ouais, concrètement, du coup, 3 navires de perdus pour cette flotte. C'est quoi les conséquences de ce typhon, finalement? Les conséquences, alors, il y a eu, en plus de ces 3 navires, parce que en eux-mêmes, les 3 navires, de façon opérationnelle, c'était pas sur la masse américaine, c'était pas énorme, mais tu as eu surtout plusieurs dizaines, voire des centaines d'avions qui ont été détruits dans les incendies. Il y a eu beaucoup de dégâts de navires qui ont dû être déroutés en urgence pour être réparés dans les différents ateliers à l'atoll. Tu as un petit atoll qui s'appelle l'atoll d'Ulithi, ça aussi, on pourrait faire carrément une émission là-dessus. Les Américains ils ont débarqué dans un atoll qui était en plein milieu du Pacifique, on va dire, qu'ils ont transformé en immense chantier naval. C'était presque la plus grande base navale américaine dans le Pacifique. C'était un petit atoll qu'ils ont transformé en immense. Il y avait même des marquants de glace et tout. C'était marrant. Et ils ont envoyé une grosse partie de la flotte à ce moment-là pour se réparer. Au niveau opérationnel conduit de la guerre, ça n'a pas eu d'impact globalement, puisque la flotte japonaise ne constituait plus un danger à ce moment-là. Tout avait été quasiment détruit les mois précédents, en octobre de la même année, donc 3 mois avant. En revanche, on peut penser que si c'était arrivé un petit peu avant, ça aurait pu effectivement poser problème. Mais alors, un autre chapitre de ton livre, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est la bataille du Cap Nord. Alors, est-ce que tu peux revenir sur cet épisode-là? Tiens, quand est-ce que ça a eu lieu? À quel endroit? On s'imagine que c'est pas au sud. Bon, ça pourrait être à des Cap Nord dans le sud, hein, mais t'es toujours au nord de quelque chose. Alors ça, c'est une bataille qui est assez passionnante. Alors pour le contexte, quand l'URSS se fait envahir pendant l'opération Barbarossa en juin 41, Staline appelle à l'aide. Il appelle les États-Unis et l'Angleterre à l'aide. Très vite, les Anglais et les Américains envoient de l'aide par le programme Lend-Lease, donc le fameux pré-bail. Donc ils envoient du matériel. Au début, il n'y a pas grand-chose, et puis il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques avions, il y a quelques chars, c'est assez symbolique. Mais il faut bien l'acheminer, ce matériel. Et l'une des routes d'acheminement de ce matériel passe par le Cap Nord. Donc le Cap Nord, c'est à la pointe septentrionale de la Norvège. C'est vraiment là, t'es au port de l'Antarctique. Et sauf que la problématique, c'est que la Norvège elle est occupée par l'Allemagne nazie. Et c'est une bande de navigation à cet endroit-là, le Cap Nord, qui est très restreint, puisque tu as les côtes norvégiennes au sud, et juste un peu plus au nord, notamment en hiver, tu as la banquise. Donc, tu ne peux plus naviguer, tu ne peux pas aller plus nord. Donc, à la pire période de l'année, en hiver, tu as une bande de 250 nautiques,
Ça fait à peu près, on va dire, globalement 600 km, 500-600 km. Et ça correspond pour un navire de guerre type Scharnhorst, Tirpitz, pour aller en plein milieu à une demi-journée de navigation. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Hitler a ordonné à la Kriegsmarine de se positionner, mais également à la Luftwaffe, les bombardiers allemands, de se positionner pour intercepter les convois. Donc, il y a eu très vite des convois, des navires coulés, des convois coulés. Il y a le fameux convoi PQ-17. Donc, ça partait d'Angleterre et d'Islande, et ça allait jusqu'à soit Archangelsk, soit à Mourmansk, suivant la situation des glaces, pour aller après, pour être acheminé sur le front ou dans les usines soviétiques. Et donc, voilà le contexte. Et la marine allemande va envoyer tous les navires qui étaient destinés initialement à couler les convois britanniques dans l'Atlantique. Ils vont les envoyer en mer du Nord et en Norvège pour intercepter ces navires. Alors, pendant longtemps, avec la doctrine de non-emploi et les gros navires, le Tirpitz ne sortait pas ou très peu des fjords. Il restait bloqué dans son fjord. Pareil pour le Scharnhorst, l'idée c'était de le faire sortir uniquement s'il y avait une opportunité immanquable. Parce que s'il y avait un risque de force ennemie, la doctrine c'était vous ne sortez pas. Alors forcément, ces navires, ces convois étaient escortés, sauf pendant une période, parce que la problématique c'était que les Alliés ne pouvaient pas être partout. Il n'y avait pas de moyens. Il faut se rendre compte qu'en 1942, tu as le Pacifique, tu as la bataille atlantique contre les sous-marins, il y a l'opération Torche, le débarquement en Afrique du Nord qui demandait des moyens considérables, et il y avait aussi l'escorte. Il y avait la présence normale, les patrouilles à gauche à droite, et il y avait également l'escorte des convois vers l'Union soviétique. Donc au début, ils n'avaient pas assez de moyens pour assurer partout. Et en juin 1942, s'est passé l'attaque dramatique du convoi PQ-17. Donc c'était des cargos civils, armés par des civils avec un commandement militaire qui s'est fait couler quasiment intégralement par les Allemands. Ils ont mis un terme temporaire pendant quelques mois à ces convois-là, parce qu'ils n'avaient pas assez de moyens pour les escorter. Et ils ont repris fin 1942, à partir de septembre et après. Et en 1943, là, la puissance industrielle, l'Allemagne recule, la puissance industrielle alliée reprend le dessus, et ils ont beaucoup plus de moyens pour escorter les convois, notamment vers l'Union soviétique. Et la bataille du Cap Nord, c'est le dernier cuirassé allemand, parce qu'il y a encore Tirpitz qui est dans les fjords allemands, mais il est endommagé et il peut pas, globalement, il est plus opérationnel. Mais il reste le Scharnhorst, qui est le dernier cuirassé qui date de 1936, le dernier cuirassé et qui sort pour intercepter un convoi dans des conditions, donc il sort fin décembre pour Noël 1943, et c'est le dernier engagement entre deux cuirassés. Il n'y en a pas eu beaucoup pendant la guerre, il n'y en a quasiment pas eu. Et là, il se fait surprendre par le renseignement britannique, parce que les résistants norvégiens ainsi que d'autres, la crypto, on revient encore sur les écoutes anglaises, apprennent le départ de ce navire, et là, ils le prennent au piège. Il y a la tenaille, la fameuse tenaille dans la 7e compagnie, ils prennent globalement le cuirassé allemand en tenaille dans des conditions dantesques, puisque c'est la tempête, il fait nuit parce que à ces latitudes-là, le soleil ne se lève pas. C'est une tempête de neige, et c'est une bataille où ils sont obligés de tirer des obus éclairants à quelques milliers de kilomètres pour voir l'ennemi. Sinon, il voit un bip sur le radar. Donc là aussi, c'est l'illustration de la rupture technologique alliée du radar. Il détecte
il détecte clairement le char Norse qui, lui, était équipé d'un petit radar qui n'était pas efficace. Et lui, il était aveugle. Globalement, il était aveugle. Il attendait de voir les tirs ennemis pour dire ah, c'est bon, c'est là qu'il faut tirer. Il tirait dans la direction des tirs adverses. Donc, il avait toujours un coup de retard. Mais ça donne lieu à une bataille assez épique où les Britanniques, même avec leur avantage technologique et du renseignement, ont failli pas réussir à le couler. Le cuirassé, parce qu'il a failli s'échapper quand même. Mais alors, tu nous parlais de l'importance aussi de l'humain, et que toi, c'est ce qui t'anime aussi dans ces batailles navales-là. On a une idée de l'état d'esprit un petit peu de l'équipage allemand ou pas? Ils sont plutôt en mode on est les derniers, vaille que vaille, on va tous les défoncer, ou alors ils sont plutôt en mode bon, ça fait chier, on y va. Voilà. Le contre-amiral Bay lui, c'est un ancien qui était commandant du groupe Char Norse, donc Char Norse plus les destroyers qui l'accueillaient. Lui, c'est un ancien commandant de destroyer, donc lui, il était vraiment inquiet pour la petite escorte qui l'accompagnait, et il avait vraiment ça. C'est ce qu'il a perdu, puisqu'il était tellement inquiet pour ces petits destroyers qu'il a communiqué et qu'il a demandé confirmation par radio. Il a demandé confirmation de sa mission en pleine mer, alors qu'il était déjà parti. Et c'est ce qu'il a perdu en partie, c'est que cette communication a été interceptée par les Britanniques. Donc là, on a vraiment encore un exemple de l'entropie, de l'erreur humaine qui change tous les plans. Parce qu'il est très probable, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour pas mettre en danger les résistants locaux, les Britanniques attendaient souvent d'avoir des confirmations de double source, une source d'écoute et une source humaine. Sauf que les Allemands, ils sont pas bêtes. S'ils savent qu'ils ont fait blackout de A à Z, qui sont détectés, forcément, il y a un type qui a donné la mèche. Donc, ils vont faire des enquêtes et puis tuer enfin voilà, t'imagines les conséquences. Donc, l'idée, c'était de ne pas perdre les assets, enfin les ressources humaines d'espionnage en couplant. Donc là, c'est vraiment l'état d'esprit de l'amiral allemand qui, inquiet de l'état de la mer pour ses destroyers, parce que c'était quand même dans une pleine tempête, ces destroyers, ils avaient vraiment du mal à naviguer, donc ils avaient du mal à l'escorter. C'est comme ça qu'il a mis en péril son navire. À bord du navire, les Allemands étaient assez... ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, il n'y avait pas d'inquiétude, où ils sont pas allés en se disant YOLO, on y va, c'est cool. Non, ils ont combattu jusqu'au bout en étant assez fiers de ce qu'ils faisaient. Et puis voilà, ils ont terminé quand les derniers survivants qui se sont fait repêcher, ils criaient des hurrahs quand leur navire a coulé. Enfin, voilà. Alors, depuis tout à l'heure, on parle d'escorte, notamment. Notamment de cargo. Quelqu'un qui nous dit, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur le rapport civil-militaire. Les équipages des cargos des convois de l'Atlantique étaient des civils engagés dans une action militaire. Quel était leur statut? Alors, le statut exact, c'était des civils, c'était des navires affrétés par les marines. Ils étaient soumis, alors de mémoire, à confirmer code de discipline militaire dans une certaine mesure, mais c'était des civils. Pourquoi des civils et pas des militaires? Puisque on était sur des navires de charge, donc des navires de charge et commerce. Pour remplir un navire de charge, il faut une connaissance de son navire. Ce que tu remplis pas quand tu charges ton navire. Tu vas mettre des containers devant, derrière, enfin, là, tu as un certain ordre de répartition des poids, tu connais ton navire, tu fais pas n'importe quoi. Donc, tu es obligé d'avoir l'expertise de ces gens-là puis tu n'as pas le choix parce que tu n'as pas assez de main-d'œuvre, pour utiliser ces navires. Donc, tu gardes les équipages des cargos, puisque tu as des experts. Donc, eux, ils avaient la conduite du navire, ils les convoyaient, ils naviguaient. Il y avait un amiral ou un commodore, ça dépendait le commodore, c'est le grade en dessous d'amiral dans certaines marines, notamment à la britannique, la Royal Navy. Et ils avaient des instructions militaires. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils étaient dans des convois avec des places à tenir obligatoirement. Et personne se serait dit tiens, je vais quitter le convoi, pépère, je vais faire ce que je veux. Tu quittes, tu t'es coulé par un sous-marin, évidemment. Donc en fait, la question elle se pose pas. T'es pas strictement soumis à discipline militaire, mais un peu quand même. On a des exemples, notamment le PQ-17, quand il y a des cargos qui sont retrouvés, des Américains,
notamment qui sont retrouvés bloqués dans les glaces, naufragés, avec des caisses qui étaient sur la banquise, avec de l'armement destiné aux soviétiques, qui sont retrouvés nez à nez avec des soldats russes qui leur braquaient leurs pistolets dessus en disant vous allez terminer le convoi et tout ça. Et les autres, ils disent c'est bon, fais ce que tu as à faire, on s'en fiche, nous on est civils, on s'est fait couler. Enfin voilà, il n'y avait pas. C'était une approche un peu différente. Si tu veux, ils n'allaient pas obéir aux ordres jusqu'au bout. Voilà, c'était pas des mercenaires non plus, mais ils étaient affrétés par les marines, quoi, dans un cadre militaire et encadré par une partie de discipline militaire. Une troisième histoire qu'on peut teaser un petit peu de ton bouquin, c'est celle de l'évasion du Jean Bart. Jean Bart, oui. Alors, Jean Bart, pardon. C'est le Bart Simpson, ça m'a ouais, bon, on pourrait faire des montages sympas, j'ai jamais pensé. Alors ça, c'est une histoire assez étonnante. Pareil, c'est l'histoire d'un homme. Alors moi, j'ai trouvé peu de sources là-dessus. C'est le problème avec cette histoire. Enfin, c'est le problème. J'ai trouvé il y a peu de sources parce c'est anecdotique. C'est une petite histoire humaine qui est assez étonnante. C'est un commandant, donc le Jean Bart, c'était un des cuirassés ultramodernes qui a été construit, dont la construction a été lancée vraiment sur la fin, juste avant le début de la guerre. C'était cuirassé de 35 000 tonnes, c'était le navire, le Sister Ship du Richelieu, qui devait être construit pour un navire français, tout à fait, qui était construit à Saint-Nazaire, dans l'embouchure de la Loire, pour contrer. Le but était de contrer les navires italiens, donc les cuirassés italiens, les Veneto, etc., et également les cuirassés Tirpitz et Bismarck. Or, il n'y avait pas de cale de construction, tout était pris. Parce que pour construire des navires, il faut des cales, il faut des formes de radoux, il faut une grosse infrastructure. Et on a créé à Saint-Nazaire un bassin spécial juste pour lui. Sauf que rien n'était fait. Il fallait aussi, en plus de créer le bassin, il fallait percer un chenal. Alors comment on construit un navire? On fait une forme, c'est-à-dire qu'on fait, c'est comme si on faisait une coque en béton, et à l'intérieur, on va construire au fur et à mesure le navire. Et quand il est prêt, quand il est étanche, etc., on va mettre de l'eau dans ce bassin, globalement. Il va flotter et après on termine la construction. Je fais schématiquement. Alors, celui-là en plus, ce bassin avait des caractéristiques techniques spécifiques, mais on s'en fiche. Enfin, c'est du détail. Donc on le met à flot. On peut le mettre à flot d'une autre manière, mais là il était à flot et il y avait une écluse devant, une porte, ce qu'on appelle une porte. Et on ouvre la porte au dernier moment quand l'écluse, enfin quand le bassin est relié au chenal. Parce que sinon, tu enlèves l'eau du bassin et il s'échoue. Donc là, il fallait creuser donc une tranchée pour relier le bassin au fleuve. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand la guerre débute, le navire n'est pas fini. C'est normal, il était censé être terminé en octobre 40. Et sauf que ça se passe pas très bien puisque les Allemands, comme tu le sais, envahissent la France. Enfin, ils perdent le front en mai 40 et ils envahissent très rapidement le pays. Dès le percement du front, le commandant du Jean Bart, le commandant Renard, le capitaine de vaisseau Renard, se dit ça pue, va falloir qu'on se casse parce que les gars, ils vont arriver, ils vont nous prendre notre bateau et moi j'ai pas envie de le perdre et j'ai pas envie de le saborder pour qu'il tombe aux mains des Allemands. Donc les gars, on va se manier, on va monter le plus vite possible les moteurs, les machines, tout ce que tu veux, l'électricité, le basique, un peu d'armement, etc. Et on va partir le plus tôt possible. Sauf que il faut un navire, ça se construit pas comme ça en 2 temps, 3 mouvements. Il faut faire accélérer. Donc là, il va mobiliser absolument toute la région. Il va aller à Paris pour obtenir en pleine débâcle. Il va à Paris dans les ministères, il y a les cartons, les mecs sont en train de brûler les papiers. Enfin, pour obtenir une signature d'un ministre parce qu'il faut il faut demander des moyens supplémentaires à l'amiral de l'Orient qui lui donne des moyens. Donc tous les ouvriers du coin, il y a quand même 3500 ouvriers du coin qui vont travailler 24 heures sur 24 pendant un peu moins d'un mois pour terminer le navire, pour draguer le chenal.
et qui va être terminé vraiment dans les dernières heures. Et il va réussir à s'échapper alors que les Allemands ils sont à quelques kilomètres le 19 juin parce qu'il y a une date butoir, c'est la date du 19 juin à la marée haute. Et s'il loupe cette marée, eh ben, il est bloqué jusqu'à mi-juillet parce qu'il fallait qu'il y ait assez d'eau pour soulever le navire, pour passer au-dessus de la caillasse, des rochers, pour s'échapper. Donc là, il a mobilisé vraiment tout son monde, que ce soit son équipage ou les ouvriers. Et même quand Pétain a dit on arrête les frais, je vais demander armistice, il a dit aux gars non, on s'en va. On s'en va et il a continué jusqu'au petit matin du 19 et il s'est enfui avec son bateau jusqu'à Casablanca. Et du coup, qu'est-ce qui est devenu après? Alors après, il est resté à Casablanca parce qu'à Casablanca, il y avait aucune infrastructure pour terminer le navire, parce que c'est un navire qui n'était pas terminé. Il avait qu'une tourelle principale sur deux. Il lui manquait plein de choses. Et il va végéter, il va pas pouvoir s'entraîner. C'est vraiment une moule sur un quai. Et il va se faire attaquer par la flotte américaine pendant l'opération Torche en novembre 42. Il va répliquer puisqu'il est attaqué. Enfin, pendant 2-3 jours, il va répliquer. Par sa seule tourelle et il va se faire un peu bombarder, il va subir des bons dégâts qui va le mettre hors de combat globalement et puis il sera renfloué après la guerre, il sera transformé en super cuirassé anti-aérien assez tard, mais globalement après, en dehors du 19 juin, il n'aura pas l'opération Torche, il sert pas à grand, et c'est un navire qui n'a pas servi à grand chose. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit que c'est le dernier cuirassé de l'histoire navale à rentrer officiellement en service en 1955. Oui, c'est ça. Ouais. Pour en revenir à la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'on a une idée de combien de marins sont morts pendant la guerre? Non, là, comme ça, à brûle pour point, j'ai pas regardé. C'était des pertes assez importantes en termes de pourcentage. Alors pas dans l'absolu, parce que là on a pas mal de débats en ce moment avec des millions de morts russes sur le front de l'Est, etc. Alors ce sont pas les mêmes ordres de grandeur que les armées terrestres. Mais en fait, dès que tu as un navire qui coule, tu as forcément un pourcentage de marins tués au combat qui est énorme. Sur l'Indianapolis, dans le dernier chapitre, il y a les 4/5e qui y passent, quoi. Parce que même quand tu te fais attaquer, il y a 300 morts dans l'attaque, et tu as, je sais plus de bêtises là, parce que j'ai plus les chiffres exacts, mais tu as encore 400-500 morts ou un peu plus en mer pendant les 5 jours qu'ils ont passé à dériver. Ils sont tués par des requins, ils sont morts de blessures, ils se noient, enfin voilà. Donc j'ai pas les chiffres exacts, mais je dirais que c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Je dirais plutôt en quel est l'impact quand un navire coule, combien de pourcentage de l'équipage y passe, quoi. T'as un côté, tu parlais des tanks tout à l'heure, c'est un petit peu le même principe. On a parlé des sous-marins aussi. Quand le sous-marin coule, t'as pas un seul survivant. Ou alors, c'est qu'il était en surface et qu'il y a un mec qui a réussi à. Enfin, je veux dire, c'est que tu as un taux de perte qui est énorme quand tu coules. Voilà. Je pense que c'est plutôt comme ça. C'est pour ça que la marine, les Marines sont c'est vraiment un monde un petit peu à part par rapport aux autres. Enfin, les questions qu'on pose pour l'armée de terre ne seront pas celles. Enfin, on peut les poser, mais je veux dire, ce ne seront pas les mêmes types de réponses qu'on aura avec l'armée de terre. On a quelques questions quand même qui nous ont été posées sur cette période qui est cette thématique du naval pendant la Seconde Guerre mondiale. Si vous avez des questions encore dans le chat, n'hésitez pas, on a 10 petites minutes pour y répondre. Et en attendant, première question, que penses-tu du film Das Boot? Alors Das Boot, c'est la référence de l'histoire navale de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de films déjà qui se passent sur le domaine naval. C'est tiré d'un roman d'ailleurs, mais c'est le seul qui est réaliste du point de vue technique et il y a toujours des petites invraisemblances. À la fin, La Rochelle se fait bombarder par des chasseurs bombardiers ou des petits. Enfin là, ce sont vraiment des petits détails, mais on s'en fiche complètement parce que le film est assez incroyable du point de vue humain. On ressent vraiment le stress des hommes face à l'incertitude. Enfin, on est dans le sous-marin, on a peu d'informations, mais il s'agace. Il y a quelque chose qui est très très vrai, c'est que
qui est très bien fait dans la version longue, qui dure quand même, je crois, 4h30, donc faut se le farder. Faut le voir en allemand, hein, pour bien, tu mets des petites lumières rouges pour te mettre dans l'ambiance. Mais c'est l'attente. C'est l'attente, c'est ce dont on parlait au début d'émission, c'est la complexité d'appréhender la guerre navale, c'est que tu passes plein de temps à attendre. Attendre une opportunité, à attendre qu'il se passe quelque chose. Il faut savoir que Hitler avait donné priorité à la Kriegsmarine, à la Luftwaffe, à l'aviation, y compris pour le domaine naval. C'est-à-dire qu'il avait au début pas alloué de moyens aériens. C'était les guerres d'ego dans les grands chefs nazis. C'était Göring ne voulait pas donner des avions pour aider la marine. Alors, du coup, les sous-marins allemands se retrouvaient avec très peu d'informations, où étaient les convois ou quoi, etc. Et si tu veux, un sous-marin, t'es très bas sur l'eau. Quand t'es en surface, tu vas pas très loin. Donc, tu as du mal, à part si tu repères les fumées, enfin les fumées d'échappement des cargos au loin, tu as vraiment du mal à repérer, tu as très peu d'informations. Donc, il fallait qu'un autre sous-marin repère un convoi par opportunité et prévienne un autre qu'il le rejoigne. Alors, ça pouvait mettre des jours et des jours pour rejoindre l'autre, le camarade, qui disait, bon, ça fait 3 jours que je suis en train de suivre les 30 cargos, je peux pas attaquer tout seul, parce qu'il faut que ce soit efficace, faut qu'on prenne en système de meute. Et il y a plusieurs exemples comme ça dans le film, qui sont très bien faits, où à un moment, ils se retrouvent, ils sont très peu nombreux, il n'y a pas beaucoup de sous-marins. L'autre, il l'appelle, il dit, tiens, j'ai trouvé un super convoi, il faut que tu me rejoignes. L'autre, il fait ses calculs sur, on parlait de vecteurs, de vecteurs tout à l'heure, 2 vecteurs qui, avec des roues de vitesse, qui doivent s'intercepter pour faire une bataille sur des temps longs. C'est plusieurs jours, voire parfois plusieurs semaines. Enfin, bon, plusieurs jours, on va dire. Et là, il y a une scène qui est excellente où l'autre, il reçoit une information dans le film. Il dit, il y a le U, je sais plus combien, qui dit, j'ai repéré un super convoi à tel endroit, rejoignez-moi pour une attaque groupée. Et l'autre, il redescend, il calcule avec son navigateur, il regarde ses cartes, comme ça, il dit, on n'y sera jamais. On peut pas arriver sur la cible. Donc, il y a plein de petites choses comme ça, les gens qui craquent, les bruits d'ambiance, la promiscuité aussi qui est très bien faite, les mecs qui larguent une caisse au milieu des autres. Enfin, tu vois, c'est toute cette ambiance-là. Quand t'as un navire, tu vois, t'es pas chez toi, t'es en permanence, t'as 70 personnes qui sont dans un espace ultra restreint, avec la sueur, les mecs qui peuvent pas se raser, il y a un toilette pour 40 personnes, il y a des, tu vois, ça, c'est très, très bien rendu. Donc, voilà, c'est le seul vraiment navire. Il y a une autre tentative récente qui s'appelle une histoire de convoi, puisqu'on parlait de convoi, Greyhound, Ah oui. avec Tom Hanks, qui a le mérite d'exister, puisqu'il met la lumière, parce qu'on parle jamais des navires de surface. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup souhaité faire dans mon livre, c'est parler des types qui étaient en surface, sur les destroyers, les croiseurs, les cuirassés, on parle rarement d'eux. Donc, c'est à tous ces hommes-là que je voulais rendre hommage, même si j'ai une histoire de sous-marin obligatoire, enfin voilà, parce que l'histoire est intéressante. Mais voilà, et Greyhound est pas mal parce qu'il met ce sujet-là sur la table, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est bourré d'invraisemblance. Alors, c'est pareil, c'était comme ton émission sur Napoléon il y a quelques jours, sur la part de la réalité dans le film. Mais donc effectivement, moi j'ai un regard très technique sur ces trucs-là, mais quand tu as le maître d'hôtel qui arrive en tenue blanche avec le plateau de café en passerelle en pleine action de combat par mer 4, c'est-à-dire mer 4, c'est une échelle de mer, c'est une échelle de taille de vague en fait. Ça va de 0 à plus de 12 mètres, plus de 18 mètres, enfin, je me souviens plus de mon échelle d'ailleurs. Mais voilà, il arrive, il est en plein dans l'action, et puis t'as le type qui arrive avec sa tasse de thé pour le commandant, quoi. Bon, il y a des trucs, c'est un peu gros. Et puis, mais voilà, c'est assez compliqué. Ça, c'est les détails que c'est toi quand t'es dedans, clairement tu te dis ouais, arrêtez, alors que le gars lambda, il s'en fout en fait. Oui, tout à fait. Où le navire est toujours face à la houle. Il fait 300, il fait 20 000 virages, mais toujours face à la houle. Donc voilà, c'est des petits détails techniques qui sont difficiles à appréhender pour quelqu'un qui a jamais mis un pied sur un bateau. Mais le navire, le film a le mérite d'exister.
Donc déjà, ça c'est un très bon point parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je vais pas parler de Battleship, le nanar, le cuirassé américain se bat contre des aliens dans le Pacifique. Là, mais C'est pas fou. C'est pas fou. Même d'un point de vue cinématographique, c'est pas fou. et voilà. Mais il y a une manœuvre avec l'encre quand il balance l'océan pour virer sur place. On peut faire un parallèle avec Marcel Kébir dans l'épisode qu'on a raconté, où il utilise, il y a le commandant du Strasbourg qui utilise son encre pour s'aider à virer au début de la manœuvre. Voilà, effectivement, c'était pas foufou. Hein. Et même si c'est plus tardif, bon, je t'ai vu un peu gueuler dessus sur Twitter, mais Le Chant du Loup. Chant du Loup. Alors, je suis revenu un peu dessus parce qu'il est très français ce film. Il y a un côté, on a voulu mélanger Grand Bleu avec USS Alabama, un peu. Voilà. Non, il y a des bonnes choses, il y a de très bonnes choses. Déjà, l'ambiance, je la trouve pas mal. Il y a des invraisemblances comme tout, mais j'ai revu le film 2 fois depuis, parce qu'à force parce que je suis assez critique sur le cinéma, déjà parce que je suis quelqu'un d'un peu ronchon, et je me suis laissé emporter. Ouais. Il y a pas mal de petits trucs qui sont quand même pas mal. Non, c'était pas mal, notamment les matériels qui marchent pas. Bah, tous les marins sont assez amusés de ça. Au début, il y a un ordinateur qui marche pas. Là, il y a Omar Sy, ou c'est à la fin d'ailleurs. Il y a l'amiral qui monte dans le sous-marin et puis il dit au gars, c'est l'ordinateur, pourquoi il est cassé, et si, pourquoi ça marche pas. Et puis il y a Omar Sy qui dit, on est dans la marine française, amiral. C'est-à-dire que nous, on a toujours des petits trucs qui marchent pas, encore que bon, ça, c'est peut-être c'est une caricature, mais il y a souvent des petits trucs qui marchent pas, et puis bon, bah, on fait sans, quoi. On avance, et puis on répare pas tout de suite parce que il n'y a pas les sous, ou alors que le matériel n'est pas dispo, quoi que ce soit. Donc il y a plein de petits côtés comme ça qui sont assez proches de la réalité. Et alors, on nous cite finalement un autre film, c'est Octobre Rouge. Ouais, alors bon, ça c'est le premier film qui est sorti sur le domaine, on va dire, avec Midway dans les années plus vieux, mais ouais, c'était à une époque où ouais, c'est comment il s'appelle, c'est quel écrivain déjà, j'ai oublié c'est Ryan, c'est Tom Clancy qui a fait ça, donc forcément, tu as toute l'histoire, le contexte qui est remarquable. C'est génial, au niveau scénaristique, c'est extraordinaire. Le sous-marin ultramoderne qui passe à l'ennemi, qui se fait pourchasser par ses propres forces. Enfin, non, l'histoire est excellente, mais il faut pas commencer à regarder les erreurs techniques parce que là, on n'en finit plus. Mais ça fait partie des films où on s'en fiche en fait. Parce que le film est tellement bon que les invraisemblances techniques, on s'en fiche. Quand tu te fais emporter dans un film, le 3e bouton de manchette du 13e hussard parachutiste, je sais pas quoi, tu le regardes même pas, tu te laisses emporter. C'est comme USS Alabama, il y a plein de trucs qui vont pas, mais ou alors t'es vraiment chiant, mais tu le remarques même pas parce que t'es tellement pris par la musique d'Hans Zimmer, par Tony Scott, les performances de Gene Hackman, t'y vas. Moi j'achète. Il y a un truc qui m'avait bien plu comme ça dans un autre film, qui parle pas vraiment d'histoire navale, mais enfin un petit peu quand même, c'est Dunkerque. Dedans, il y a des scènes où on voit des navires qui se font torpiller, et en fait qui coulent en 40 secondes, quoi. Pour donner, alors c'est assez variable. Ça dépend où tape la torpille, ça dépend du type de navire qui est touché, ça dépend du type de torpille. Là, pour donner sur l'Indianapolis, il coule en 10 minutes. Il prend 2 torpilles. Ce qui est hyper rapide. En fait, c'est hyper rapide. En plus, ils sont de nuit, les mecs, ils sont au lit. Enfin, il n'y a pas une grande partie qui est au lit. En fait, en 1 minute, il était déjà perdu parce qu'il y a la coque, l'avant il y a la proue qui est perdue, qui s'arrache, et l'eau envahit le navire, donc ils sont perdus. Comme il continue à avancer assez vite, l'eau s'engouffre à une vitesse phénoménale dans le navire, il est tout de suite perdu. Donc il coule en 10 minutes, mais il coule formellement en 10 minutes, mais déjà il a déjà chaviré, il est déjà les mecs ils ont déjà sauté par-dessus bord, etc. Donc oui, à côté, tu as d'autres exemples. J'avais fait un petit fil sur Twitter sur les navires avec les rescapés, les chanceux,
américains. Tu avais des croiseurs, le New Orleans ou quoi que ce soit, ou cette classe de navires qui, vers 42, ils se font découper. Ils perdent une partie de leur navire à l'avant. Mais c'est tout. Ils arrivent à rentrer. Il y en a un, ils ont réussi à colmater avec ils ont réussi à colmater avec des briquets de broc. Et alors heureusement, il n'y avait pas de houle, il n'y avait pas d'état de mer compliqué, mais l'avant se fait totalement dessouder. Et en marche arrière, ils sont réussi à rentrer jusqu'à une première base pour faire un premier colmatage d'urgence avec des bouts de bois, avec des rondins de bois, enfin des trucs, c'est habiter le couteau. Et ils sont rentrés soit parfois remorqués, soit parfois en marche arrière. Alors ça prend 3 semaines jusqu'en Australie, dans un chantier naval, parce que pour faire des réparations comme ça, il faut mettre le navire hors de l'eau, donc dans un bassin. Après, plus tard, ils auront des bassins flottants, où vraiment, là, ils pourront faire des réparations dans des lagons. Mais ils sont allés jusqu'en Australie en marche arrière pour aller se faire réparer. Donc, il y a plusieurs cas différents d'attaques à la torpille. Mais là, c'est vraiment un coup de chance, quoi. C'est vraiment un coup de chance. Et est-ce que tu as entendu, alors peut-être légende urbaine ou pas, mais le cas d'un navire qui aurait rempli ses cales de tonneaux, de réceptacles pleins d'air, qui lui permettait en fait de continuer à flotter en fait, alors qu'il se faisait trouer la coque. Tu penses à quelque chose en particulier ou... Alors je crois que c'était un truc anglais, mais En fait, le principe c'est le ballastage. Déballasté ou ballasté, tu remplis tes sous de vide d'eau pour t'alourdir, t'enfoncer dans l'eau pour augmenter ta stabilité. C'est comme ça que on parlait de Cobra, c'est comme ça que certains navires ont réussi à s'en sortir, parce qu'ils ont rempli leur flûte d'eau de mer pour s'alourdir et résister et être moins perméable aux éléments météo. Et au contraire, donc quand tu vides, bah forcément tu élèves ton tirant d'eau, et donc alors, ça me dit rien, cette histoire. Peut-être que ça existait, je sais pas. Mais ça m'étonne un peu, mais je sais qu'il y a un navire, le Texas, l'USS Texas, qui est un cuirassé, un vétéran pendant le débarquement, qui lui a ballasté une partie de son bord pour s'incliner d'un côté, pour augmenter la portée de ses canons. Mais voilà, c'est une anecdote assez technique, assez marrante, mais à part ça, je vois pas de... Peut-être, je sais pas. Alors, on arrive à la fin de cet entretien. Tu nous as déjà conseillé quelques petits bouquins au tout début de l'entretien, mais est-ce que tu aurais d'autres références bibliographiques ou des documentaires, ou c'est vrai qu'on a déjà abordé les films, mais enfin, des trucs que les gens qui nous écoutent pourraient aller consulter pour en savoir plus sur cette marine de guerre? Alors, la Bible généraliste, c'est l'histoire navale de la Seconde Guerre mondiale de Craig Simons aux éditions Perrin, qui a fait un petit carton en France. Là. Avant, il a été traduit il y a que 2 ans, je crois. C'est l'un des seuls ouvrages généralistes, c'est l'ouvrage généraliste de référence qui couvre tout le conflit. Après, il y a tellement d'ouvrages, il y a vraiment beaucoup de choses en américain ou en anglais. En français, ça dépend des sujets. Il y a eu pas mal de témoignages sur les destroyers, les contre-torpilleurs, hein, qui sont devenus croiseurs légers, sur le fantasque. Je dirais, ça dépend à quoi on s'intéresse. Il y a beaucoup d'ouvrages américains. J'ai pas d'exemple précis puisque ça dépend vraiment de ce qu'on cherche, quoi. Moi, je dirais pour commencer, pour ceux qui veulent s'y intéresser, pour avoir une vue générale, c'est Craig Simons, l'histoire navale de la Seconde Guerre mondiale. Et après, en fonction des sujets, chercher, parce qu'il y a vraiment à boire et à manger, et ça dépend des sujets. Il y a quelqu'un qui conseille Histoire navale de la Seconde Guerre mondiale de Jean-Jacques Antier. Ah oui, alors Jean-Jacques Antier, c'est un Français qui a écrit pas mal d'histoires qui sont très bien écrites d'ailleurs, c'est assez facile à lire. Il a écrit plusieurs ouvrages, il en a fait un sur Mercel Kelbier qui est pas mal du tout, qui a fait partie de mes sources pour YouTube. Il a écrit sur la bataille des Philippines aussi, même s'il est loin d'être à jour. Enfin, c'est les vieux livres, donc ils sont pas à jour au niveau historiographique. Mais pour le lambda, c'est vraiment bien. C'est très bien écrit, ça se lit facilement. Il a écrit des trucs sur le sabordage de Toulon aussi, qui est pas mal. Oui, c'est un conseil, un bon conseil, même si c'est pas forcément à jour sur tout. Mais bon, je pense que c'est un détail plus universitaire, ça. Et alors pour finir, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, c'est quoi tes actus, où est-ce qu'on te retrouve, pourquoi il faut acheter ton bouquin?
Enfin, c'est un livre qui se lit comme un roman. Je l'ai voulu comme ça alors, il est rigoureux au niveau historique, mais le but c'était de faire un livre pour le grand public. C'est ma femme qui l'a relu au fur et à mesure qui n'y connaît rien, pour qu'elle me dise si elle comprenait ou pas ce que j'écrivais. Donc il s'adresse vraiment à tout le monde. Euh, voilà, c'est vraiment le grand public. Mes actus, bah, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'autre puisque je prépare un concours professionnel pour le printemps. Je vais essayer de caser la bataille de Chesapeake sur YouTube, sur ma chaîne Cap Cormier quand je pourrai. J'aimerais bien dans les 2 mois qui viennent, puisque ma chaîne, je vais essayer de ne pas parler que de la Seconde Guerre mondiale. Il y a plein de super sujets sur la marine à voile. Et puis après, je reprendrai quand mon concours sera passé sur ma chaîne. Et puis peut-être d'autres projets, on verra. En tout cas, on a des gens dans le chat, hein, notamment Sacrif, qui dit « Superbe interview, j'ai été happé par les histoires et les anecdotes marines. » Ça fait plaisir. C'est gentil. Merci en tout cas, Loïc, de nous avoir accordé un petit peu de ton temps aujourd'hui. Donc, hein, Merci à toi. je vous rappelle, parmi tous ceux qui nous suivent, que ce soit en direct ou en rediff, que vous pouvez retrouver les activités de Loïc donc sur YouTube, hein, la chaîne Capornier, sur son compte Twitter aussi, pourquoi pas ailleurs dans le futur, qui sait, hein, soyons ambitieux. Et puis on vous met le lien du bouquin en description YouTube notamment. Voilà. Écoutez, en tout cas, merci encore à toi. Merci à toi. Et voilà, passez une bonne fin de semaine. On se retrouve très bientôt sur Twitch pour un nouvel entretien historique. Salut, salut!